Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Bati Talks. Je suis ravie de vous retrouver cet après-midi ici sur la scène Agora 2. Je vous rappelle, les Bati Talks, c'est un programme de conférence qui se déroulera sur les 4 jours du salon Batimat. Un programme pour réfléchir aux solutions de décarboner le secteur du bâtiment et d'améliorer notre qualité de vie en ville. Nous avons vu hier, la ville et le secteur du bâtiment sont en transformation. Dans cette session, nous allons nous pencher sur les expérimentations qui nous permettent de repenser la ville, notre rapport à la ville, avec un nouvel objectif, plus de sobriété. C'est un mot on entend souvent en ce moment. Avec la mise en application de la loi climat et résilience et l'objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2050, on ne peut tout simplement plus construire comme avant. Il faut faire appel à de nouvelles manières d'aménager les territoires, les villes, les quartiers, en prenant davantage en compte les besoins et les usages des habitants. Pour commencer, nous allons donc nous attaquer à l'une des questions les plus difficiles du moment. Comment loger tout le monde sans construire plus? Et pour en parler, nous accueillons un grand témoin qui va revenir sur la démarche territoire pilote de la sobriété foncière, une expérimentation initiée par les ministères de la cohésion des territoires et de la transition écologique avec l'appui du PUCA, le plan urbanisme, construction, architecture. J'appelle sur scène Madame Hélène Peskin, architecte et urbaniste, secrétaire permanente du PUCA. Bonjour à toutes et tous. Je suis donc effectivement la directrice de ce petit organisme qui est rattaché au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Il s'appelle le PUCA. Ce petit acronyme cache un organisme qui fait de la recherche et de l'expérimentation sur les villes et les territoires, et notamment dans le cadre de la mise en application de la loi sur le climat et la résilience qui fixe l'objectif de zéro artificialisation nette. Nous avons été mandatés pour travailler sur on appelle souvent l'atterrissage de cet objectif dans des territoires réels. Et donc, on expérimente aujourd'hui avec 7 agglomérations françaises, bientôt 12, la mise en œuvre concrète, réelle, dans les modèles économiques, dans la réalité territoriale de cet objectif de lutter très fortement, très activement contre l'artificialisation. Alors, pour démarrer, peut-être, je vous redonne quand même quelques éléments de contexte que vous voyez apparaître à l'écran. En France, sur les 10 dernières années, entre 20 000 et 30 000 hectares ont été artificialisés chaque année. Artificialiser, aujourd'hui, c'est un terme qui est inscrit dans la loi climat et résilience. Les sols artificialisés sont ceux qui ont perdu leur fonction écosystémique. Alors, on n'a pas intégré la question agricole jusqu'à présent dans cette définition de l'artificialisation, puisqu'elle s'inscrit dans le code de l'urbanisme, et on parle bien de sols dont, finalement, les fonctions naturelles, vivantes, ont été altérées par l'urbanisation. Et c'est bien contre ça qu'on s'engage à lutter, notamment parce que la tendance est forte à l'étalement aujourd'hui dans les modèles de développement de l'urbanisme en France, et notamment depuis une trentaine d'années, même si, on le voyait à l'écran, la tendance est plutôt à la baisse depuis 2014, avec finalement une dynamique un peu moindre, mais en dessous autour de 20 000 hectares par an, qui sont urbanisés, donc artificialisés, chaque année. Mais bon, 20 000 hectares, 21 000 hectares entre 2020 et 2021, c'est quand même l'équivalent de 30 000 terrains de foot, dont les 3/4, ou presque, en tout cas, presque 70% sont réservés à des opérations d'habitat. Donc c'est important de travailler sur les formes de l'habitat, les formes résidentielles, on va y revenir. 25% pour de l'activité et le reste autour des infrastructures de transport notamment. Et donc, cette consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers et cette artificialisation sont évidemment des enjeux forts pour lutter, pour préserver, plutôt protéger la biodiversité et l'écoulement naturel des corridors écologiques. Et c'est pourquoi le ministère et le gouvernement ont mis en avant cet objectif de zéro artificialisation nette. Alors, vous l'avez compris, il a été interprété parfois un peu de manière
rigide et en tout cas mal perçu ou mal reçu par un certain nombre de collectivités locales, notamment parce que c'est finalement un dispositif défensif. On se défend contre l'artificialisation qui évite évidemment d'altérer les terres, mais on ne se part pas des outils jusqu'à présent pour construire finalement le modèle alternatif. Et donc c'était un peu l'enjeu de ce programme sur la sobriété foncière, que de trouver les voies, les représentations et les imaginaires finalement autour de ce nouveau modèle de développement, ce changement de paradigme de l'aménagement qui serait moins consommateur d'espace, puisqu'on sait que déjà depuis une vingtaine d'années en France, les textes et le Code de l'urbanisme demandent de lutter contre l'artificialisation, mais finalement l'ensemble des modèles de développement, du modèle économique de l'aménagement, notamment autour des secteurs résidentiels, des secteurs de l'activité commerciale, se sont développés en étalement et en périphérie des villes, en particulier dans les villes moyennes, et ce parce qu'il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas de faisabilité économique de refaire la ville sur la ville dans des marchés immobiliers qui ne sont pas forcément très dynamiques. Et donc ce qu'on arrive à faire dans certaines grandes villes, ou grandes métropoles, parce qu'on est capable de faire sortir des prix de logement ou d'activité ou de commerce à des prix élevés, on ne peut pas le faire dans des villes plus petites ou dans des villes dans lesquelles les prix de sortie sont faibles parce qu'on ne couvre pas les coûts de la complexité de la revitalisation urbaine ou de la reconstruction de la ville sur elle-même. Et donc il n'y a pas de mauvais joueurs et de bons acteurs de l'artificialisation ou de la lutte contre l'artificialisation. Il y a finalement des situations, des réalités économiques et sociales qui font qu'on n'a jusqu'à présent pas réussi dans un certain nombre de territoires en France à lutter contre l'étalement urbain. Et donc l'enjeu de ce programme, il a été de définir par quels outils financiers, mais aussi techniques, juridiques, on arrive à transformer, à changer ce paradigme. Et donc on met en avant dans ce programme des territoires pilotes de sobriété foncière 4 leviers d'action. Et j'insiste beaucoup sur l'ordre dans lequel on les présente. Parce que bien souvent, on lie la lutte contre l'artificialisation avec la densification, qui est un autre terme qui est souvent rejeté, en tout cas parfois rejeté, soit par les aspirants au logement eux-mêmes, qui ne veulent pas habiter dans des zones trop denses, ou en tout cas qui se représentent les zones très denses comme étant plus agressives ou plus difficiles à vivre, ou par les élus qui, se faisant aussi le reflet de leurs administrés, considèrent que ces situations ne sont pas celles qu'ils recherchent, en tout cas pour leur territoire. Et donc nous, on met en avant le fait que la densification fait partie des leviers, vous allez le voir, de la sobriété foncière, donc de faire mieux avec moins, mais ça n'est pas le premier. Et de manière un peu contre-intuitive, le premier levier qu'on met en avant, c'est celui de la renaturation, donc de la désartificialisation. J'en veux pour preuve un certain nombre de projets dans des villes moyennes en particulier, dans le cadre notamment du programme national Action Cœur de Ville sur les villes moyennes, de revégétalisation d'espaces qui avaient été très dégradés, très déqualifiés dans les centres urbains. Et l'image que vous avez à l'écran ou à gauche, c'est un ancien parking à ciel ouvert qui était au cœur de la ville de Niort, une ancienne place d'armes avec 1000 voitures en fait, qui stationnaient sur ce parking, au pied des commerces effectivement, mais avec un espace urbain complètement déqualifié que les gens ne pratiquaient pas. Ce parking a été transformé en partie seulement pour 300 places en un parking souterrain. Et la surface à ciel ouvert a été transformée en parc avec un espace de biodiversité, quelques équipements collectifs, etc. Et c'est devenu un lieu de destination au cœur de la ville de Niort pour un certain nombre d'usagers, et pas seulement des riverains, mais finalement à l'échelle de l'agglomération. Et donc ça a fait revivre, à leur grande surprise, des commerçants qui, sur les berges, en bordure de cette place, avaient évidemment été très critiques au départ sur la suppression du stationnement. Et donc comment la végétalisation a redonné du confort de vie à cette ville. C'est très frappant sur cet espace vert-là, mais c'est vrai sur d'autres projets. Par exemple, on renature des cœurs d'îlots pour donner du confort à des logements. Ça a aussi déclenché une requalification en fait, des façades et donc des immeubles à proximité de cet espace vert. Ça a créé de l'attractivité immobilière et en fait, ça a déclenché aussi des opérations de requalification dans les immeubles qui ont environné cette grande place ou d'autres quartiers végétalisés, ce qui fait qu'on associe là l'investissement public à un investissement privé capable de requalifier des espaces qui ont perdu en fait leurs usages. Et un des enjeux de la sobriété foncière, c'est avant même de recréer des nouveaux mètres carrés, c'est d'utiliser mieux ce qui existe déjà. Et ce qu'on constate dans ces villes moyennes en particulier, c'est que beaucoup de bâtiments sont aujourd'hui vacants et ont perdu leur usage, et notamment des logements, en particulier dans les centres-villes, parce qu'ils sont parfois condamnés par un commerce à rez-de-chaussée qui, lui, peut encore fonctionner, mais qui donc
empêche l'accès au logement. Et donc on a des tas de mètres carrés déjà construits, sur lesquels on a déjà consommé du carbone, des matières premières, qui parfois sont plutôt bien construits dans des centres anciens, mais qui sont dévitalisés et qui ont perdu leur usage. Première chose, redonner du confort de vie, en plus dans des centres anciens qui sont souvent très denses. Et donc, avec le réchauffement climatique, on va être face à des questions liées à la chaleur urbaine, des îlots de chaleur urbains qui se créent. Et donc, la revégétalisation de ces espaces leur permet de se retrouver une place dans le marché immobilier et donc leur redonne souvent des usages. Le deuxième levier, là encore, on n'a pas coulé de béton. Il se trouve que l'image que vous avez à l'écran est un projet neuf, mais c'est un projet d'équipement qui draine plusieurs fonctions dans le même bâtiment. L'autre enjeu qu'on met en avant, c'est cette question de l'intensification des usages ou de l'optimisation des espaces. C'est ce qu'on pourrait appeler la sobriété immobilière, c'est-à-dire qu'un même bâtiment, en l'occurrence là on est sur une médiathèque dans une petite ville du nord de la France, donc c'est l'image à gauche en bas, qui est également une PMI, un petit café associatif, une petite salle de spectacle ou de conférence, une cuisine collective, et donc pas seulement une médiathèque, ce qui était le programme initial, mais donc elle draine toute l'année, toute la journée, et quelle que soit la saison, des usagers qui viennent pour l'une ou l'autre de ces fonctions. Et donc dans un même bâtiment, on arrive à optimiser finalement l'occupation des murs construits dans cet équipement qui devient aussi une petite centralité pour la ville en question. Et donc là encore, on n'a toujours pas construit ou densifié au sens de rajouter des immeubles, et pourtant on a réussi à faire revenir les gens dans des espaces urbains, et donc d'une certaine manière à éviter d'étaler ou de construire ailleurs des bâtiments. Troisième levier, c'est la transformation. Là, on est dans un schéma un peu plus classique qu'on voit beaucoup d'ailleurs aujourd'hui dans le programme Action Cœur de Ville. Donc, on a des bâtiments emblématiques de ces villes, petites, moyennes ou grandes d'ailleurs. Ça peut évidemment exister aussi dans des métropoles qui ont perdu leur fonction historique. Souvent, ce sont des bâtiments industriels, mais ça peut être aussi des bâtiments publics, par exemple, ou des bâtiments commerciaux. On a vu beaucoup de nouvelles galeries, ces équipements commerciaux qui ont fleuri dans toutes les villes de France qui étaient désaffectées. On a trouvé aussi des banques de France, des anciennes postes, des équipements judiciaires, par exemple, des tribunaux, etc., qui avaient été petit à petit désaffectés par la mutualisation de services publics et qui se retrouvent sans affectation, sans fonction, dans des villes qui pourtant auraient besoin d'un certain nombre de nouveaux services ou de nouveaux usages. Et donc, alors évidemment, c'est plus compliqué, c'est plus long, il y a des aléas parfois liés aux contraintes patrimoniales, aux monuments historiques, etc., mais en même temps, faire revivre ces bâtiments, c'est redonner une place à l'histoire de la ville, son histoire industrielle notamment. Ça, c'est aussi un point important dans les villes moyennes. L'industrie qui a pu marquer le territoire a une place importante dans la mémoire collective, y compris socialement. Et donc, de faire revivre des bâtiments qui ont eu une histoire industrielle pour autre chose, notamment là, à droite, ce sont des loisirs, puisque c'est un cinéma et un bowling à Dieppe. À gauche, c'est plutôt de l'activité économique autour de petites entreprises de la transformation. C'est aussi une manière de redonner une fierté, une identité à un territoire, et on met beaucoup ça en avant aussi, notamment dans ces villes un peu en déclin ou en déprise, qui aujourd'hui sont en train de retrouver un peu d'attractivité, notamment après la crise du Covid, puisqu'il y a un désir un peu de s'éloigner des grandes villes qui s'exprime et qui vient vers ces villes moyennes. Et donc, là encore, on n'a pas densifié au sens d'augmenter la surface construite, et pourtant, on a réussi à retrouver des usages, donc c'est vraiment de la sobriété foncière. Et puis, last but not least, le quatrième levier, c'est quand même celui de la densification. Et alors là, on travaille beaucoup sur les représentations, c'est-à-dire la manière dont on perçoit cette idée de densité dans la ville. En l'occurrence, les deux exemples que vous avez là, le premier, c'est de la surélévation, mais qui redonne aussi une vitalité nouvelle à un patrimoine qui est à Saint-Nazaire, un patrimoine de la reconstruction. Donc on donne à voir qu'on peut augmenter d'un ou deux étages des bâtiments de logement sans les transformer de R+3 à R+7, mais voilà, en leur donnant une nouvelle image architecturale. Et puis l'image de droite, on est à Périgueux, et là, il s'agit d'une opération de densification pavillonnaire qui se fait de manière très pointilliste, finalement, avec les propriétaires qui rentrent dans le dispositif, puisqu'il n'y a pas de maîtrise foncière publique, où finalement on les amène à être convaincus que c'est intéressant pour eux, y compris pour la valorisation de leur patrimoine, d'augmenter leur surface construite en partie, ou en tout cas le nombre de logements sur leur parcelle, soit d'un petit studio quand les personnes ont besoin d'un accompagnement, par exemple, quand elles vieillissent, soit justement parce que leur maison est devenue trop grande, parce qu'ils sont plus, d'abord pour des raisons maintenant énergétiques, on
voit bien l'intérêt. Ils seront plus à leur aise, finalement, dans un logement plus petit, quitte à rester dans le quartier qu'ils ont toujours connu, et donc dans leur espace de vie, qui est celui de ces zones résidentielles pavillonnaires. Donc voilà un peu les 4 grands leviers qu'on met en avant dans ce programme d'expérimentation. Ils sont résumés dans un petit guide j'en ai apporté quelques-uns, vous pourrez trouver aussi sur Internet. Et après, on met ça en œuvre aussi habilement que possible. Et on essaye de construire avec un certain nombre de collectivités le récit de cette nouvelle manière de penser la ville. Et c'est l'enjeu de ce programme sur les 7 territoires pilotes de sobriété foncière. Je vais avancer un peu plus vite parce que ces projets-là, je vous en ai déjà parlé. Je vais m'arrêter 1 minute sur celui-ci. On a adossé au programme Action Cœur de Ville sur les villes moyennes un dispositif qui s'appelait Réinventons nos cœurs de ville, dont l'objectif était d'aider les collectivités, donc les élus, à trouver des investisseurs pour des bâtiments qui étaient justement désaffectés ou sans usage. Il se trouve que, on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de friches dans ces villes moyennes, mais ça vaut aussi pour des petites métropoles, sur lesquelles, depuis 10, 20, 30, 40 ans, même si la ville a la maîtrise du foncier, n'ont pas réussi à trouver une programmation viable, un opérateur capable de prendre le foncier pour en faire un projet urbain, soit parce que les dimensions du projet ne sont pas à l'échelle de l'attractivité du territoire, soit parce qu'il y a encore une fois, des suggestions particulières, notamment patrimoniales. C'est le cas, par exemple, à Cahors. Et donc, ce programme Réinventons nos cœurs de ville, il était calqué sur Réinventer Paris, Imaginons la métropole, etc., mais adapté à des villes plus petites. Et l'idée était aussi de faire prendre conscience aux élus de la valeur de ces espaces, dont ils avaient presque fini par considérer qu'ils étaient des verrues et que finalement, ils ne pouvaient plus espérer en faire quoi que ce soit sur leur territoire. Et donc, on les amenait à faire un appel à proposition auprès d'investisseurs privés, de groupements d'investisseurs privés, qui souvent ont été finalement des investisseurs privés et publics, avec parfois des bailleurs sociaux notamment derrière, pour qu'eux-mêmes soient à l'initiative d'une programmation et d'un modèle économique de projet sur lequel on est amené après à voir s'il y a des déficits d'opération. Et donc, plutôt que de partir du déficit en se disant de toute façon rien n'est possible, on part du projet en se disant à quelles conditions on est capable de monter ce projet de revitalisation urbaine. Et en l'occurrence, sur les villes du programme, on a déjà une quarantaine d'appels à projets qui ont pu être montés sous cette forme. Et les 2 exemples que vous avez à l'écran sont des exemples qui étaient pourtant difficiles. L'hôpital Saint-Gabriel à Autun, vous voyez le patrimoine que c'est, et le Palais de Via à Cahors, qui est une ancienne prison. Les 2 ont été repris par des groupements d'investisseurs dont le mandataire est un investisseur privé qui donc prend le risque d'investir dans une ville moyenne pour un projet et un programme innovant, souvent, je le disais, associé à des opérateurs locaux. Ce qu'ont révélé ces différents concours, ce n'était pas une surprise, mais on a su le mesurer, c'est que ces opérations, effectivement, avaient beaucoup de mal à être bouclées financièrement, et étaient structurellement déficitaires. Ce n'est pas une surprise, on sait que c'est plus cher de construire la ville sur la ville. Ce qui a été très intéressant, c'est que sur la base de ces 40 opérations, on a été capable de mesurer le gap, donc un peu l'échelle de ce déficit, qui est plutôt de l'ordre de 10 à 15% du montant d'investissement, du montant prévisionnel, sous réserve que la parcelle soit cédée à un prix relativement raisonnable par la ville. Et donc, on a, grâce à cet exemple-là, réussi à mettre en place, à mobiliser un outil nouveau qui s'appelle le Fonds Friche, qui a été créé pendant la période du plan de relance de la crise sanitaire, justement au motif qu'on ne peut pas décréter le zéro artificialisation et ne pas donner aux villes les outils et aux investisseurs les outils leur permettant de réaliser des projets qui s'inscrivent dans ce zéro artificialisation. Et donc on boucle un peu l'idée du programme, c'est de dire on fait atterrir cette règle, tout le monde est d'accord pour l'appliquer, mais en fait on ne sait pas comment l'appliquer concrètement. On regarde à quelles conditions elle s'applique, elle est applicable. Aux conditions, je le dis encore, financières certainement, mais aussi techniques. Il faut des opérateurs compétents, une capacité de programmer aussi une exploitation des bâtiments, un coût de fonctionnement qui soit maîtrisé. Et à ces conditions-là, on revient vers l'État en disant voilà, on pourrait le faire sous réserve d'être soutenu, subventionné pour cette opération à hauteur de 400 000, 800 000, 1 million d'euros. Ce n'est pas non plus des énormes projets parce que ce ne sont pas des très grosses villes. Et finalement, on a, entre autres, grâce à ce dispositif, réussi à déployer ce fonds Friche dans, je crois, 1200 communes en 2020 et 2021. Et aujourd'hui, dans le cadre du fonds de financement de la transition énergétique, il va être pérennisé. Donc chaque année, on aura une enveloppe dédiée
à la revitalisation des friches urbaines. Et quand on parle de friches, on ne parle pas seulement de zones industrielles qu'il faudrait démolir pour refaire des quartiers nouveaux, mais aussi de bâtiments qui ont perdu leurs usages et de quartiers anciens qui se sont progressivement dégradés parce que le confort, notamment pour les logements, n'était pas au rendez-vous par rapport aux attentes des habitants. Donc on a une acception assez large de cette notion de friche. Et sous réserve de savoir décrire quel est le projet et quel est le déficit réel de l'opération, on peut obtenir cette aide. Et dans le fonds de financement de la transition énergétique, le fonds vert, il y a une autre ligne qui a été créée cette année, là, dans le cadre du milliard et demi annoncé par le gouvernement pour aider au projet de transition des collectivités. C'est le fonds renaturation qui renvoie à la première proposition que je faisais, et de dire, pour donner aussi l'attractivité au territoire, il faut commencer par revégétaliser et redonner du confort urbain à ces centres anciens. Donc on a là 2 dispositifs financiers qui sont construits à partir des projets, et entre autres à partir de cette expérimentation. Je vous en ai déjà parlé. Donc rapidement, je ne sais pas très bien combien de temps il me reste, mais je vous redonne rapidement les villes qui font partie de ce programme territoire pilote de sobriété foncière. Donc, comme vous le voyez, il y a 2 couleurs de villes. Les villes qui sont bleues sont celles qui aujourd'hui se sont engagées dans l'expérimentation, c'est-à-dire qu'elles ont décrit leur projet de développement. Ce sont des villes qui ont, dans le mandat en cours 2020-2026, des projets. Les élus nous ont dit « je cherche à faire tel ou tel équipement, à tel ou tel développement, y compris résidentiel », mais qui s'engagent à ne le faire que dans l'espace urbain déjà constitué, artificialisé. Et donc, on a une première phase de ce qu'on appelle révélation du foncier invisible, c'est-à-dire toutes les opportunités qu'il y a dans le tissu urbain existant de faire projet. On l'a dit, ça peut être des friches, ça peut être des dents creuses, ça peut être des bâtiments inoccupés ou sous-occupés. Ça peut être des terrains qui ont une affectation un peu floue, et c'est le cas par exemple à Dreux, qui travaille sur une zone périurbaine un peu mixte avec des ateliers d'artisans et des pavillonnaires, et qui n'a finalement pas une forme urbaine très déterminée. Il travaille à structurer ce quartier en le densifiant, mais surtout en lui donnant une valeur immobilière qu'il n'a plus aujourd'hui. Et donc ces 7 territoires pilotes sont Louviers en Normandie, Dreux, Épernay dans le vignoble de Champagne, Maubeuge, Draguignan et Sète dans le Midi et Poitiers, avec des caractéristiques très différentes à la fois de pression, d'attractivité, notamment Poitiers, qui est une ville étudiante plutôt attractive. Maubeuge, vous imaginez que ce n'est pas vraiment la même attractivité, ou alors des pressions foncières spécifiques, comme à Draguignan, où il y a un risque d'inondation qui est très fort, et donc la pression est multiple finalement sur la capacité de la ville à se revitaliser, ou Épernay, qui se trouve dans le vignoble classé au patrimoine de l'UNESCO de Champagne, et qui donc se trouve aussi dans un foncier agricole qui de toute façon est absolument pas mobilisable, puisque beaucoup trop cher. Donc toutes ces villes finalement sont en train de construire leur stratégie foncière, et dans la deuxième étape, on identifiera 2 ou 3 sites démonstrateurs sur lesquels on ira jusqu'à la faisabilité d'une opération de revitalisation pour, là encore, décrire et raconter finalement quelles ont été les conditions de réussite de cette stratégie de sobriété foncière. Je voudrais juste raconter quelques éléments, puisque le programme est lancé depuis 18 mois maintenant. Les premières étapes finalement sur l'identification du foncier ont été relativement faciles, puisque c'est un travail technique. Ce qui aujourd'hui pose en tout cas question, et peut-être... je dirais que ça rallonge un peu le programme, mais en même temps, c'est très intéressant à documenter. C'est qu'on est en train de choisir les sites sur lesquels on va expérimenter cette logique de revitalisation. Et là, on rentre dans une discussion non plus seulement avec les élus de l'agglomération, mais aussi avec les riverains et les habitants. Et donc, certaines de ces villes, notamment Poitiers, sont en train de mettre en place des ateliers de discussion, de concertation. J'aime pas dire pédagogique, ça a l'air un peu descendant. Enfin voilà, de discussion collective sur ce qu'est la densité acceptable, les formes urbaines désirables, les besoins finalement en aménité des habitants dans des quartiers aujourd'hui peu denses, notamment pavillonnaires, sur lesquels il y a une volonté d'intervenir de la ville, notamment pour éviter d'étaler encore plus les lotissements autour de la ville-centre. Et donc on est rentré dans cette phase un petit peu de tension avec les citoyens, les habitants sur cette question, et qui est évidemment une phase essentielle pour arriver à faire accepter cette notion de transformation de la ville. Et encore une fois, on n'est pas forcément sur la densification, au sens plus de mètres carrés construits, mais ça peut quand même changer l'image d'un quartier, et donc c'est important d'avoir ce temps de débat avec les habitants, et la ville d'Épernay est aussi rentrée dans cette phase-là. La démonstration, on l'espère, nous amènera aussi à identifier de nouveaux leviers de procédures, notamment sur le remembrement foncier, par exemple, savoir comment est-ce qu'on intervient sur du foncier dispersé,
quel type d'opérateur technique ou de modèle technique d'intervention pour la transformation des bâtiments il faut mobiliser, quels matériaux aussi, comment on va gérer les chantiers. Enfin, on cherche aussi à être démonstrateur, pas seulement de sobriété foncière, mais je l'ai dit, de sobriété immobilière et bientôt de sobriété matière, en essayant, si possible, de mobiliser aussi en circuit court les savoir-faire du territoire. Et donc cette expérimentation se déroule sur 5 ans, le temps du mandat à peu près. Et on espère pouvoir... alors on la raconte déjà un peu au fil de l'eau, notamment avec un partenariat avec la Gazette des communes, mais on espère pouvoir la documenter vraiment à l'issue pour que ça puisse servir très largement aux villes françaises. Et alors, je ne vous ai pas dit pourquoi il y avait des villes bleues et des villes jaunes, donc je reviens sur ma carte. Les villes jaunes, en fait, font partie d'un cercle de pionniers qui suivent l'expérimentation, c'est-à-dire elles n'ont pas le même accompagnement au jour le jour, mais par contre, ils sont au fil de l'eau documentés tous les 2 mois à peu près au travers d'une réunion du cercle pour voir comment avance cette expérimentation. Et donc, évidemment, elles se nourrissent aussi de ces enseignements et par ailleurs, elles rapportent leurs propres difficultés ou leurs propres réalisations en matière de sobriété foncière. Je crois que j'ai à peu près fini mon temps. J'avais juste 2 petites slides, mais vraiment d'informations sur le programme Réinventons. Je vous avais dit qu'il y avait 40 appels à projets qui avaient été lancés en 2018. Aujourd'hui, on en lance 30 de plus. Ce sont les villes qui sont responsables de ces appels à projets. Et on en a 4 qui sont en cours. Vous retrouvez ça évidemment sur nos différents sites internet, qui sont sur des bâtiments donc, ouverts à une candidature de groupement d'investisseurs pour leur transformation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Peskin, pour cette présentation. On a le temps pour une question, monsieur. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Je voulais savoir, parce que c'est un peu antinomique avec les PLU qui nous demandent de respecter sur des parcelles donc les espaces verts, le pourcentage de terre nue, et que des fois, donc juste pour quelques mètres carrés d'espace vert, on ne peut pas construire un 2e ou même un 3e logement. Est-ce que l'idée de dire que sur une maison individuelle pavillonnaire, en périphérie ou à l'extérieur, on pourrait dire si on a 2 ou 3 familles qui peuvent s'implanter, à ce moment-là, il y aurait une exception au niveau des règles de PLU qui nous demandent, et par exemple, moi je suis dans le sud-est, 10 mètres, 15 mètres de retrait par rapport aux limites. Donc c'est juste impossible de dire qu'on va densifier. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je peux peut-être en prendre 2. Question. Bon, on n'aura pas le temps, on attend d'une question. En tout cas, je peux répondre sur cette question des PLU, puisque effectivement, ce qu'on constate, je ne vous ai pas parlé de l'application de la loi sur les espaces à ouvrir à l'urbanisation, mais ça, vous n'avez qu'à ouvrir le journal, vous les trouverez. Donc nous, on est vraiment sur l'enjeu des solutions alternatives. Sur la question des PLU, en fait, c'est à la main des élus locaux. Parfois, c'est même des PLU intercommunaux. Et donc, pour nous, l'enjeu, et nous, on s'adresse plutôt aux collectivités territoriales, c'est qu'elles créent elles-mêmes les conditions de cette discussion d'ouverture des capacités à construire dans les PLU, y compris en concertation avec les habitants. C'est-à-dire que là où elles avaient mis des freins, finalement, à l'artificialisation, ce qu'on peut comprendre pour les raisons qu'on vient d'évoquer, il faut arriver à les convaincre que sur des solutions constructives qui ne sont pas trop invasives, on arrive à transformer un paysage urbain sans que ça passe du pavillonnaire au grand ensemble, ou à l'écoquartier R+4. Et ça... on manque encore, y compris les élus locaux, on manque encore un peu de représentation de ce que sont ces alternatives. C'est pour ça que j'aime bien l'exemple de Périgueux, parce que c'est la ville qui a mis en place ce dispositif, avec un bureau d'études spécialisé dans la densification pavillonnaire, qui est allé voir chacun des propriétaires dans les quartiers désignés pour travailler sur la transformation de leurs parcelles. Et donc la ville était en appui de la capacité ou non du PLU à accepter ces transformations, et donc elle a révisé son document d'urbanisme. Donc c'est vrai que prises individuellement, ces situations sont difficiles à gérer. Par contre, si... en tout cas, sur un quartier donné, mettons qu'il est bien desservi par les transports en commun ou qu'il est à proximité d'équipements d'intérêt collectif, ou que lui-même commence à accueillir, parce que c'est parfois le cas des zones pavillonnaires, des équipements ou des aménités qui intéressent des destinations, et pas seulement des origines, alors il y a un enjeu à regarder à l'échelle du quartier comment le transformer. Et d'ailleurs, l'un des architectes qui intervient après moi, je crois, Christine Lecomte, avait travaillé sur cette question à l'échelle plutôt des quartiers pour essayer de voir à quelles conditions on peut transformer la vie des quartiers pavillonnaires, y compris en leur apportant des services complémentaires, c'est-à-dire pas seulement pour apporter des habitants complémentaires, faire venir des habitants complémentaires, mais aussi parce que parfois ils sont très loin de certains services ou de certains équipements, le cabinet médical ou vétérinaire ou la boulangerie, ou alors c'est très isolé entre les zones commerciales et les zones de logement. Et donc cette
transformation peut aussi amener à permettre à des bâtiments de devenir des équipements ou à des bâtiments de devenir des services qui n'est pas a priori la vocation d'un pavillon. Voilà. Donc ces transformations, il faut les penser plutôt à une échelle urbaine pour que ça ait des chances d'aboutir. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Et la dernière question ? Oui, juste par rapport au plan de relance, vous parliez du plan friche, que vous voulez pérenniser d'ailleurs, c'est très bien. Je voulais savoir comment ça se passe réellement pour 2022. Est-ce qu'il y a des dates déjà de fixées ? Est-ce que vous avez... Alors, ça sera une des lignes financières inscrites dans le fonds d'1,5 milliard d'euros qui est aujourd'hui confié au ministère de la Transition écologique. Donc, il y a des enveloppes qui ont été calibrées sur les 2 dernières sessions du fonds Friche. Je crois que c'était 350 millions d'euros la première, 250 millions la seconde. Il y avait 1,2 million de demandes. 1,2 milliard de demandes. Donc, on voit bien qu'on n'a pas tout à fait atteint le résultat. En même temps, quand on regarde tous les dossiers qui ont été déposés, certains étaient très peu matures, et donc il y avait aussi une logique de dire ceux qui sont capables de démarrer demain des chantiers, on a intérêt à les mettre en priorité, et puis on se trouvera, et c'est justement ce qu'on est en train de faire, les moyens de pérenniser le dispositif. Donc ce sera dans le PLF 2023 avec un dispositif alors pas d'appel à projet, mais de répartition d'enveloppes au niveau régional, a priori, qui seront attribuées aux collectivités locales qui en font la demande en fonction du projet qu'elles ont à mobiliser, par les collectivités locales. Oui, parce que c'est l'idée du fonds vert d'1,5 milliard, c'est de s'adresser aux projets des collectivités locales et de les aider à développer des projets qui aujourd'hui sont bloqués par des situations technico-financières. Non, alors les investisseurs privés peuvent se rapprocher de collectivités locales auprès desquelles elles souhaitent intervenir. Merci pour ces précisions. On vous invite à prendre un guide. Est-ce qu'on peut se servir, Madame Peskin ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, si vous voulez souhaiter plus d'informations sur la présentation de Madame Peskin, n'hésitez surtout pas à vous servir. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre votre place. On vient de voir les défis que pose la nécessité de construire moins. Une autre solution pour repenser notre manière d'habiter la ville, c'est de la réparer. De construire sur la ville, de penser la ville en mode circulaire, c'est-à-dire dans une logique de réutilisation et d'économie. Pour couvrir ce sujet, nous avons la chance d'accueillir parmi nous Christine Lecomte, Iba de Bouk et Séverine Charrière. Je vous invite à me rejoindre sur scène. Merci d'être parmi nous pour ce panel sur l'urbanisme circulaire, construire la ville sur la ville. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord, s'il vous plaît ? Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Christine Lecomte et je suis architecte urbaniste et ici en tant que présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. On travaille aujourd'hui avec une volonté de faire un lien très fort entre la pratique et les mutations du métier d'architecte et les enjeux et les défis écologiques et sociétaux. Donc, je développerai peut-être tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous, je suis Séverine Charrière, je suis directrice adjointe du pôle déchets, économie circulaire, agriculture et alimentation au sein du cabinet Espelia qui a participé aux travaux de l'ADEME cette année concernant l'expérimentation de l'économie circulaire et de l'urbanisme sur plusieurs territoires. On a participé du coup à développer pas mal d'outils et de moyens pour que tout le monde puisse s'en saisir, que l'urbanisme et l'économie circulaire soient vraiment des réflexes en fait dans chacun des projets et on va sûrement en parler juste après. Bonjour à toutes et à tous, je suis Iva de Bouk, directrice déléguée du groupe AREP, donc Agence d'architecture pluridisciplinaire, qui est aussi filiale de SNCF Gare et Connexion. Donc AREP, c'est l'agence des gares, première agence d'architecture de France, et je pilote donc la direction territoire au sein d'AREP, qui est la direction qui regroupe les métiers de l'aménagement du territoire, donc urbanisme, paysage, ingénierie des espaces publics. Et on a travaillé sur plusieurs projets qui font appel à cette notion de réparation de la ville, sur lesquels évidemment je vais revenir plus tard. Et justement, en fait, j'ai vu vous avez pris pas mal de notes pendant la présentation de Madame Peskin. Oui. Comment vous l'avez trouvé d'ailleurs ? Qu'est-ce que vous avez noté ? Alors, c'est très intéressante. Et donc, cette notion de réparation de la ville, de construction de la ville sur elle-même, c'est quelque chose
qui nous est familier à AREP, voire qui nous est très cher, parce qu'on est une agence engagée sur la transition écologique. On est engagé aussi sur la transformation de la fabrique urbaine pour qu'elle soit alignée sur cette transition écologique. Et on voit justement dans la présentation du PUCA plein d'éléments sur la mise en pratique et puis l'atterrissage de cette transformation de la fabrique, avec toutes les questions que cela soulève autour de l'intensification, de la réparation, de la renaturation. Et AREP, c'est la première agence d'architecture de France, donc on porte une certaine responsabilité. Nos concepteurs, nos prescripteurs portent cette responsabilité d'accompagner des acteurs publics, mais parfois privés, pour faire tendre le modèle d'aménagement de quartiers, de villes, de territoires vers des modèles plus durables et plus soutenables. Et puis on est plus qu'une agence d'architecture, on est une agence pluridisciplinaire avec une diversité de métiers, donc l'ingénierie, l'environnement, le design, le numérique, et on voit à quel point aujourd'hui il est primordial d'avoir une approche systémique, transversale, pluridisciplinaire dans la manière de penser la ville de demain à toutes les échelles. Donc ce concept de notion de réparer la ville, ça vous parle? Tout à fait. Alors, on est aussi l'agence des gares. Donc j'ai dit qu'on était filiale de SNCF Gare et Connexion, qui est un grand propriétaire foncier immobilier en France. Plus de 3000 gares, 10 millions de mètres carrés, 10 millions d'usagers quotidiens. Donc on est en quelque sorte aux premières loges de la réflexion, on devrait être aux premières loges de la réflexion sur la réhabilitation du patrimoine existant, l'intensification des usages, mais on est aussi à la croisée de deux mondes, qui sont le monde de la construction et le monde de la mobilité, qui sont particulièrement émetteurs en termes de gaz à effet de serre, parce qu'on est à plus de 50% des émissions nationales. Et puis sur la question de la réparation, on a effectivement des projets pilotés par la direction territoire, de la très grande échelle à la petite échelle, donc avec des projets de stratégie territoriale comme Luxembourg en transition, Grand Annecy 2050, Grand Genève 2050, où on se pose ces questions de sobriété foncière, de transformer la ville, de construire la ville sur elle-même, jusqu'à la petite échelle avec des projets comme les rues aux écoles, les cours oasis, où on travaille aussi avec l'existant. Et au-delà du contenu des projets, on se rend compte aujourd'hui, comme l'a dit Hélène, qu'on est en train de changer de logiciel sur la fabrique de la ville. Il faut concevoir autrement, il faut s'engager dans une nouvelle culture de l'architecture. On fait de la soustraction de l'addition pour être dans un objectif de sobriété systémique. Et Madame Lecomte, justement, vous venez de publier un essai intitulé « Réparons la ville ». La réparation, c'est le principe de base de l'économie circulaire, mais pourquoi cette référence ? Déjà parce que la question de la réparation nous demande de considérer ce qu'on a déjà. Et donc aujourd'hui, alors qu'on est en train de subir 3 crises extrêmement importantes au niveau de l'environnement, la crise du réchauffement climatique qu'on connaît tous, la crise un petit peu moins souvent vécue, c'est la crise de la biodiversité qu'on voit moins, et puis la crise des ressources, alors là qu'on ne voit plus du tout dans le grand public, où c'est voilà. Et donc ces 3 crises, en fait, elles donnent à chercher des solutions. Et l'une des solutions, c'est la considération de l'existant, la transformation de cet existant, le fait de se dire la ville de demain, elle est déjà là à 80%, donc on doit retransformer, réparer. Et la notion de réparation, c'est aussi d'être fier de ce qu'on fait. Et je pense que le mot réparation, il nous donne à voir la fin des années de gaspillage, la fin de la ville facile, l'idée d'aller travailler avec plus de matières grises, à utiliser moins de matières premières, et donc d'être dans une réflexion globale de savoir s'occuper de ce qu'on a déjà. Et ça, c'est un changement. Alors Hélène l'a très très bien démontré, parce que les projets qui sont dans la stratégie pilote de sobriété foncière sont vraiment sur ces sujets-là. On sait que c'est complexe, on sait que ça demande de la pluridisciplinarité, mais ce qui est génial, c'est que ça demande aussi que les acteurs se mettent enfin autour de la table pour chercher des projets qui soient vraiment dans une logique d'objectif d'abord liée à l'humain et à la vie sur Terre. Et Madame Charrière, comment les principes de l'économie circulaire peuvent inspirer une nouvelle manière d'aménager les villes et bien sûr les territoires ? Alors l'économie circulaire, comme je le disais un peu en introduction, ça doit devenir un réflexe en fait pour tous, que ce soit les élus, les aménageurs, les architectes bien entendu. Et notre objectif du coup au sein de l'ADEME et de l'expérimentation qui est faite, c'est de déployer des outils qui soient cohérents avec justement la maturité de ces projets. On en parlait pas mal aussi tout à l'heure en introduction. Personne ne prend le sujet de l'économie circulaire forcément au niveau de la programmation. C'est
très bien si c'est le cas. Ce n'est pas toujours le cas et on peut s'en saisir tout au long de la vie d'un projet. C'est un peu l'objectif de travail que s'est fixé l'ADEME cette année, c'est aussi de pouvoir fournir à tous les projets, y compris ceux qui sont déjà en vie en œuvre, des moyens de développer l'économie circulaire pour que ce soit un réflexe. Et on parlait du coup de préservation des terres avec les objectifs ZAN également. On parle aussi du coup de préserver la capacité nourricière de ces terres-là et inclure les projets urbains à l'intérieur de ces sujets nourriciers, c'est aussi prendre le sujet de l'économie circulaire à bras-le-corps dans la vie en œuvre des projets. Donc typiquement, dans un des exemples que nous avons mené cette année avec l'ADEME, sur un projet pilote à Reichstedt à côté de Strasbourg, l'idée était que le quartier était en train de sortir de terre déjà. Donc l'économie circulaire sur les matériaux, etc., s'était faite un petit peu in situ pendant que les bâtiments étaient en train de sortir. Mais l'objectif était de se dire comment est-ce que je peux insuffler ce sujet de l'économie circulaire au milieu de ce projet aujourd'hui, alors que les grues sont en place, etc. Et donc il y a eu un travail de concertation avec les futurs habitants. Il y a eu également un historique fait sur ce quartier qui est issu d'un verger au départ. Et l'objectif a été de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser ce potentiel nourricier finalement en verger du secteur pour pouvoir l'inclure à l'intérieur de la vie des habitants et donc d'avoir cette économie circulaire vivante pendant la vie en œuvre du projet. Donc ça a été changer les usages de certains des bâtiments qui étaient proposés, en tout cas de pièces à l'intérieur de bâtiments, en disant mais typiquement c'est très très simple de pouvoir mettre un outil de transformation de ces vergers directement dans le quartier pour que les habitants puissent en profiter directement et que du coup cette circularité existe pendant la vie en œuvre du projet. C'est également la mise en place d'économies différentes à l'intérieur de la vie de ce projet, des tiers-lieux éventuellement, des usages très différents à l'intérieur de bâtis qui étaient conçus de manière justement très modulaire pour accueillir plein d'activités différentes. Et ça fait partie du coup des outils qui sont proposés pour la vie en œuvre des projets par l'ADEME. Il y a également du coup aussi toute la vie après le projet en tant que tel, comment est-ce qu'il a une seconde vie, comment est-ce qu'il a une troisième vie, voir comment il est déconstruit derrière. Et là, il y a également énormément d'indicateurs et d'outils qui sont mis en place directement sur la plateforme XP-Urba où vous pourrez retrouver tous ces éléments. Il y a presque trop d'outils, en fait, c'est presque un peu le problème à l'intérieur de ce déploiement d'idées. Et du coup, l'objectif, c'est aussi d'en donner de la lisibilité. Donc ça fait partie des travaux menés avec Indigo également, de créer en fait des grilles de lecture pour vous et moi, les élus dans un premier temps, qui doivent s'en saisir, et puis après les metteurs en œuvre et les programmistes. Sur la question de la mise en œuvre de la ville circulaire, les méthodes, les outils, etc., je pense qu'il y a deux préalables. C'est effectivement mettre en pratique ou faire atterrir cette question d'arrêt de l'artificialisation, et ensuite réinvestir le patrimoine bâti, faire la ville sur elle-même. On se rend compte quand on regarde derrière nous qu'effectivement le secteur de la construction n'a pas toujours été très vertueux, qu'il a été très émetteur de gaz à effet de serre, mais qu'il a en plus consommé beaucoup de ressources, dont la ressource sol, qui est malheureusement pas tout à fait renouvelable, et qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il faut absolument préserver, voire en amplifier les fonctionnalités écologiques. Donc aujourd'hui, pour que le secteur de la construction soit bas carbone aussi vite que l'imposent les trajectoires de l'accord de Paris, 2 degrés, 1,5 degrés, je pense qu'effectivement, on se rend compte que la construction neuve ne suffit pas. 2, on se rend compte que il faut absolument rénover, réinvestir le patrimoine bâti, intensifier, transformer. Et 3, le mètre carré le plus bas carbone qui existe, c'est celui que l'on ne construit pas. Et donc, dans une approche plus systémique, parce qu'on parlait aussi d'approche transversale, pour décarboner les mobilités aussi, parce que c'est un secteur quand même très fortement émissif en France, il faut arrêter l'étalement urbain, il faut intensifier, densifier les tissus existants, etc. Alors juste concrètement, est-ce que c'est possible de concilier sobriété foncière, rationalisation de la construction neuve et besoin d'accueil des nouvelles populations, comme se posait la question tout de suite, avec une logique de croissance démographique? Je vais juste utiliser un exemple d'étude que l'on a faite, donc ça s'appelle Luxembourg en transition. C'est une étude de décarbonation. Donc c'est un objectif de réduction de l'empreinte carbone des habitants du Luxembourg et de sa région fonctionnelle, horizon 2050. Et évidemment, sur le secteur de la construction, on s'est demandé au démarrage de l'étude, est-ce que le nombre de mètres carrés, c'est combien en fait le nombre de mètres carrés dont on a besoin pour accueillir la totalité de la population horizon 2050 sur le Luxembourg et sa région fonctionnelle. Donc on est parti du nombre de mètres carrés existants et on a croisé avec le taux d'accroissement de la population, mais aussi avec le taux de sous-occupation, le taux de vacances, le rapport à l'usage. Et on se rend compte que le nombre de mètres carrés existants suffit pour héberger la totalité de la population à horizon 2050. Donc c'est un calcul qui remet en cause le besoin de construire,
mais on procède un peu comme le PUCA l'a fait, par des options un peu d'ordre d'impact croissant sur les sols. On dit 1, on re-questionne le besoin, voire on remet en question le besoin. 2, on rénove, on lutte contre l'obsolescence. 3, on transforme, parce qu'il y a des programmes qui sont voués à l'obsolescence ou déjà obsolètes parce que trop dépendants des énergies fossiles, de l'automobile, etc. Et vraiment, en tout dernier recours, on envisage la densification verticale sur l'élévation, puis horizontale par construction neuve sur des sols déjà artificialisés. Mais le principal chantier, c'est la rénovation. Oui, bah, ça va dans la logique. Hein. On est, la seule question, c'est comment on rénove aujourd'hui et qu'est-ce qu'on rénove et est-ce qu'on regarde aussi le patrimoine ordinaire. Nous, ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que chaque patrimoine a des qualités dont il faut partir. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une logique qui est il faut absolument que le diagnostic soit extrêmement bien fait et que ça ne soit pas simplement un diagnostic technique, mais aussi un diagnostic d'usage et architectural, à tel point qu'on peut même se demander si on ne va pas travailler la programmation après avoir fait le diagnostic pour vraiment savoir comment on va concevoir. Et donc, ça demande aussi une gymnastique différente dans la conception. Et peut-être que plus tard, eh bien, on aura plus de choses qui vont dans la logique de ce qui a été fait avec l'ancienne biscuiterie Lu ou alors avec le bâtiment qui a été transformé dans le 19e, dont j'ai oublié le nom, mais que j'adore, le 104, merci, et qui était avant, qui a été qui a eu plusieurs vies, dont un espace funéraire. Donc voilà, il y a eu un changement comme ça de destination qui est assez important. Après, la réhabilitation, c'est aussi un moyen de venir retravailler les usages. On parlait de soustraction tout à l'heure, tous les tissus urbains vont être différents. Donc, quand on est dans un tissu urbain très resserré, qui est dans une ville moyenne où il y a eu une désertification, peut-être qu'on ne va pas construire, mais qu'on va soustraire pour redonner de l'air, retrouver de l'espace public. En fait, on va travailler autrement. Et donc, aujourd'hui, l'architecture, c'est aussi un autre médium que simplement de construire neuf. Ça prend une autre dimension. Et j'insiste vraiment sur la question du diagnostic, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce diagnostic et le diagnostic architectural et d'usage n'est pas assez vu de manière assez large, que ça soit pour les matériaux, hein, parce qu'on a souvent cette question-là aussi. Hein. Il y a une différence aussi entre réemploi et recyclage qu'on ne prend pas assez en compte. Le réemploi, c'est quand même quelque chose de beaucoup moins carboné que le recyclage, si on va jusqu'au bout des choses. Donc on est vraiment sur des questions qui nous permettent de travailler une conception différente. Et si on sépare, finalement, on va même dire que le projet débute pendant le diagnostic aujourd'hui. Donc c'est vraiment un élargissement de la mission architecturale. Est-ce que cela coûte plus cher de réparer que de construire Ça dépend ce que vous voulez dire par plus cher. Plus cher pour qui? Ça veut dire, à un temps T, oui, on peut dire c'est plus cher aujourd'hui. Mais en termes de nombre de matériaux qui sont utilisés, en termes de bilan carbone, en termes finalement de coût pour la planète, là, c'est différent. Et puis, on est aujourd'hui sur des logiques où on a plus l'habitude finalement de construire neuf encore. Donc, on a tous nos logiciels qui sont en train de changer. Même le réflexe architecte dans la réhabilitation, il commence à venir, mais il n'est pas encore totalement au bout de cette donnée. Hein. Alors, sur des grandes opérations, oui, bien sûr, mais sur un tissu urbain plus fin, nous, on voit des choses qui partent, qui sont terribles. La disparition de rues entières à colombage par de l'ITE par l'extérieur, posée directement et sans réflexion sur quelle qualité aussi de ville on veut. Donc la réhabilitation est importante aussi dans la caractéristique de qu'est-ce qu'on construit à partir de ça. Après, c'est la période du XXe siècle qui a été une période où on a peut-être plus construit et moins fait la ville sur la ville. Donc on doit aussi retrouver des automatismes. En complément, peut-être très très vite, effectivement, on ne peut pas se permettre d'évaluer les projets uniquement sur le volet économique. Évidemment, c'est important. Et on arrive à faire des projets en réutilisation de matériaux in situ qui sont quasiment au même tarif. Je ne donnerai pas de pourcentage ni de chiffres. Mais surtout, on peut l'évaluer, comme vous le disiez, sur le volet environnemental, social, sur le lien qu'on recrée, la manière dont sont réutilisés sur place ces matériaux, le lien social qui est créé avec des associations, des partenaires entre des gens comme Eiffage et des associations, enfin vraiment des gens qui ne se croisent pas forcément tous les jours sur les chantiers et qui pourtant arrivent à collaborer. On a des très beaux exemples, notamment à Grenoble, avec un projet qui s'appelle Le Cadran. Vous pourrez aller voir également dans les ressources sur le site de l'ADEME, mais où c'est possible et où à partir du moment où
on y pense suffisamment tôt, on choisit les acteurs et on arrive à créer cette dynamique, toujours avec les collectivités, hein, c'est beaucoup mieux. On peut arriver à faire des projets extrêmement vertueux et qui, du coup, même économiquement, se soutiennent. Donc, il faut se poser cette question, en fait. L'objectif un peu général de ces outils qu'on a développés, c'est se poser les bonnes questions à n'importe quel moment de la vie du projet, que ce soit vraiment au tout démarrage ou à la toute fin, justement, quand on récupère ces matériaux-là. Est-ce que c'est possible? Donc, vous avez des grilles de questions, allez-y. Mais qu'est-ce que ça signifie pour les habitants, par exemple? Toutes ces réparations de la ville, qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui y vivent? On va prendre un exemple assez concret. Aujourd'hui, quand on habite dans l'étalement urbain et le pavillonnaire, on a un peu, pour peu que ça soit des lotissements des années 70, à la fois une passoire thermique et des problématiques liées au transport. Vous êtes loin de tout. Et donc une double peine en ce moment, parce que entre l'énergie et l'essence, c'est pas terrible. Donc la question de la réparation, elle vient aussi travailler sur ces défis et donc ramener de la mixité fonctionnelle dans des lieux. On en parlait tout à l'heure, Hélène a parlé d'une étude qu'on a faite avec Profil et l'agence qualité construction, l'ordre des architectes, pour lier en fait densification du tissu pavillonnaire, pour apporter des services, pour permettre aussi d'avoir pas une simple monofonctionnalité de typologie de bâti et d'habitat, et en même temps de densifier et de rénover en même temps. Et donc que les deux aillent ensemble, en fait, l'un finance l'autre et permet finalement d'amener, de passer d'une ville finalement de zoning à une ville de quartier. Et donc la question aussi qui nous amène à la réparation, c'est que on pense tout de suite, la réparation, si on reste dans le tissu existant, on travaille sur la densité en fait. Et là, la question de la densité, elle est hyper importante parce que la densité ne veut pas forcément dire promiscuité. Donc c'est là où il faut plutôt dire la densité, c'est la qualité, c'est la proximité. Et donc les mots sont importants et le diable sera dans les détails de ce qu'on va apporter. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on densifie, quand on vient apporter, travailler la ville sur la ville comme ça et qu'en fait on ne pense pas à qu'est-ce que ça peut amener au quartier, comment est-ce que finalement on passe d'une ville très individualisée à une ville qui partage plus, comment on mutualise des espaces, comment on travaille sur parce qu'on parle aussi d'urbanisme circulaire, donc on peut parler aussi des temporalités dans la ville, comment on utilise les bâtiments selon les temps. Tout ça c'est extrêmement important parce que c'est ça qui nous fera finalement aimer cette densité qui est appelée un peu de nos voeux. Je rebondis juste sur la question de la densité, ça a déjà été dit plusieurs fois aujourd'hui. Effectivement, la densité, c'est une stratégie d'optimisation foncière, mais ce n'est pas la seule et ce n'est pas la première à envisager. Notamment, il y a le rapport à l'usage et je pense qu'il y a une sorte d'innovation à avoir dans un nouvel urbanisme inventif, dans la programmation notamment, et comment on dimensionne l'espace de demain, le mètre carré, en fonction de l'usage, du temps qu'on attribue à cet usage, c'est-à-dire de la temporalité, de la saisonnalité, voire aussi de la flexibilité, la réversibilité. Donc c'est une piste aussi pour optimiser la ville de demain, sans forcément aller construire, faire des nouveaux mètres carrés, densifier. Ensuite, je pense que sur la question de la densité, le débat public porte très souvent sur des villes plus denses, des villes moins désirables, etc. Mais je pense que le grand défi, c'est justement de réduire le spectre des extrêmes sur la densité et de venir créer des rééquilibrages des densités entre les territoires, c'est-à-dire travailler sur les densités trop lâches, trop faibles, qui correspondent à des dynamiques d'étalement urbain, mais aussi travailler sur la question de renaturation des espaces trop denses qui sont malheureusement jugés peu désirables et comment on améliore la qualité de l'habitat, la qualité de l'espace public, on réintroduit de la nature en ville, on apaise par la décarbonation des mobilités et puis on crée du lien social, on crée de la proximité en agissant sur ces espaces. Donc pour moi, c'est plus un rééquilibrage des densités que des villes forcément plus denses demain. Et des gisements de densification, effectivement, c'est pas que dans la ville. Dans le périurbain, je pense qu'il y a des potentiels particulièrement intéressants. On a parlé des friches, on a beaucoup parlé des friches. C'est clairement considéré comme une ressource foncière dans le cadre de l'atteinte de l'objectif ZAN. Mais il y a aussi les territoires qui ne sont pas encore obsolètes aujourd'hui, qui ne sont pas encore abandonnés aujourd'hui, mais qui le seront probablement demain dans une logique de changement de comportement, changement de mode de vie, décarbonation des modes de vie, des comportements. C'est quoi ces fonciers? Alors c'est des fonciers qui sont un peu décriés aujourd'hui parce qu'ils correspondent à un urbanisme daté, comme certaines zones d'activité économique, certains centres commerciaux, des stations-service et une diversité de typologies de formes périurbaines qui sont malheureusement conçues par et pour l'automobile,
qui n'ont pas pris en considération les questions de mutualisation des espaces, d'intensification des usages, de rapport au sol, de rapport au grand paysage. Et donc effectivement, c'est des fonciers qui ne donnent pas réellement envie aujourd'hui, mais qui présentent un haut potentiel pour l'urbanisme post-carbone de demain. C'est des gisements et des relais productifs de cet urbanisme-là. Et je vais citer un exemple aussi, un autre calcul que l'on a fait sur le Grand Annecy pour lequel on travaille, où effectivement il n'y a pas beaucoup de friches, donc il y avait une inquiétude chez les élus sur la possibilité de répondre à l'objectif ZAN sur un territoire qui manque de friches. On a fait un calcul sur les zones d'activité économique. Le Grand Annecy, c'est 500 km². Au sein des 500 km², il y a 75 km² de zones artificialisées. Et sur ces 75 km², il y a 15 km² de zones d'activité économique, soit 20% des sols artificialisés. Et ça correspond effectivement à cet imaginaire d'étalement urbain. Sur ces zones d'activité économique, si on prend 10% uniquement, et on sait que c'est largement inférieur à la surface des nappes de parking, et sur ces 10%, si on construit des R+2, avec un taux d'occupation confortable, on arrive à l'équivalent de la population de la ville-centre d'Annecy. Donc c'est un calcul symbolique, on n'invite pas les élus du Grand Annecy à aller construire leurs ZAE avec 10% de logements, mais c'est juste pour dire que ces zones-là sont aussi des zones stratégiques pour la densification, l'intensification, pour créer de nouvelles mixités demain, et ce n'est pas forcément des villes plus denses, mais c'est peut-être un périurbain mieux maîtrisé en termes de densité. Ouais. C'est intéressant parce que du coup, quand on parle de la densité, souvent on pense que ça encourage les habitants de quitter la ville, mais en fait c'est de vivre autrement finalement. Oui, effectivement, ça ne peut pas se faire sans les habitants. Ça, c'est ce qui se disait d'ailleurs tout à l'heure aussi sur l'intervention précédente, c'est qu'on ne peut pas en fait raisonner ces usages dans ces bâtiments anciens ou nouvellement construits sans eux. Et que du coup, la qualité de vie, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, le lien social, le lien à la nature aussi qui doit être présent à l'intérieur de ces villes, pour justement bien vivre la densification quand c'est le cas, ça doit être fait avec eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre à la place des habitants à ces endroits et du coup co-construire sur justement cet habitat partagé à certains endroits, ces lieux mutualisés qui permettent de mettre en place justement, comme je disais tout à l'heure, mon petit outil de transformation de pommes ou de poires, que sais-je, ça doit être décidé par eux, pour eux. Et ça peut avoir plusieurs vies tout au long de la vie du quartier ou du cœur de ville. C'est quelque chose qui doit être évolutif et où on doit se reposer régulièrement ces questions au fur et à mesure que les habitants évoluent aussi, changent, déménagent, changent de ville et ont des attentes différentes vis-à-vis de leur qualité de vie à l'intérieur de ceux-ci. On parlait tout à l'heure du coup aussi nature en ville sur le volet îlot de chaleur urbain. Souvent la densification c'est beaucoup... Enfin, dans le ressenti, ça vient beaucoup derrière. C'est pour ça que j'étais très intéressée aussi par l'exemple que vous présentiez tout à l'heure sur ces immenses parkings où Dieu sait qu'il y a encore énormément de cœurs de ville qui en ont comme ça, avec des milliers de places disponibles en surface qui chauffent bien là l'été. Typiquement, c'est quand même un espace en plein cœur de ville où alors on peut créer de l'espace vert, on peut créer peut-être aussi un peu plus d'habitat, créer de nouveaux services, et toujours en lien avec les habitants. En fait, si on ne le fait pas avec eux, même s'ils ont un peu peur au départ pour leur commerce, etc., c'est quelque chose qui doit être vraiment inclus dès le départ et qui fait que la densification peut être bien vécue, je pense. Moi, un petit mot là-dessus, parce que la question de la voiture est hyper importante dans cette question d'urbanisme circulaire et de reconstruire la ville sur la ville. À notre époque, aujourd'hui, la voiture prend énormément de place. On a même toute une partie de notre urbanisme qui est autour de la voiture, même quasiment tout aujourd'hui, à tel point qu'un enfant a beaucoup moins de liberté aujourd'hui que dans les années 50. Donc si on fait le ratio, les études avaient été faites, je crois que le rayon d'action, c'est 200 mètres et 5 km ou quelque chose comme ça. C'est dingue. Et donc la question, c'est de se dire, est-ce qu'on admet encore que dans une ville qui est plus compacte, on puisse laisser des voitures 80% de leur temps à l'arrêt sur une place qui fait 13 mètres carrés, soit la surface d'une chambre. Et donc c'est là où on commence à réfléchir à d'autres systèmes. Quelle est la place de la voiture dans la ville? Comment est-ce qu'on équilibre les choses? Alors effectivement, si on est dans des villes où il n'y a pas de mobilité, si on est en territoire plus rural, la question elle se pose différemment. Mais à partir du moment où on est dans des villes où on a un territoire constitué avec des mobilités partout, etc., comment est-ce qu'on se repositionne, nous, aujourd'hui, par rapport à nos enjeux sur les questions des mobilités, et notamment de la mobilité individuelle qu'est la voiture?
Donc là, il y a un vrai sujet, parce que si on arrive effectivement à libérer de l'espace public, on redonne en fait quelque chose qui fait lien entre nous. Et finalement, c'est aussi cet espace public qui va nous faire apprécier les villes de demain. Donc que ça soit la nature qu'on va y remettre, que ça soit les espaces qu'on va partager. Et donc la vraie question aujourd'hui, elle concerne cette armature aussi. Donc il y a la qualité de ce qu'on va proposer aux habitants dans le spectre privé. Ça c'est sûr, hein, des logements extrêmement qualitatifs, puisqu'on est en zone plus dense, même si on est bien d'accord que l'idéal n'est pas une surdensité, mais bien un rééquilibrage. Et puis d'un autre côté, comment est-ce que ce qui fait la colonne vertébrale et qui nous relie tous, en fait, est bien équilibré et construit pour nous et pas pour la voiture. Et justement, en fait, en parlant de la ville de demain et les logements de demain, quels seront les logements de demain finalement? Des logements pavillonnaires, plus pavillons, plus de logements collectifs? Non, mais là, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on arrive à régler, en fait, tous collectivement, parce que c'est un grand sujet dans la société française. Il y aurait d'un côté le modèle de la maison individuelle sur sa parcelle, où on aurait du calme, du confort, la proximité avec la nature. Ouais. Et puis de l'autre côté, le logement collectif, où on n'aurait pas de calme, pas de confort, juste la proximité avec les services, en plus pas d'accès à la nature. En fait, on a réduit les typologies architecturales à 2 modèles. Alors qu'entre les deux, il y a énormément de possibilités de fabriquer de l'architecture. La maison en bande, les maisons superposées, il y a plein d'exemples. Hein. Moi, j'ai un exemple que je cite souvent, mais qui est le résultat d'un concours Europan, où on voit une densification à l'intérieur d'un cœur d'îlot. Vous ne savez pas ce qui est de l'ancien et du nouveau. Il y a des typologies extrêmement intéressantes. Voilà, et ça, en fait, les architectes, il faut qu'on puisse avoir la possibilité de travailler sur ces typologies, sur cette diversité d'accès au logement, tout simplement parce qu'on est tous différents. Et qu'aujourd'hui, dans la fabrication de la ville, la problématique, c'est aussi le parcours résidentiel. Qui est-ce qui a envie aujourd'hui de se projeter dans ce qu'on propose à nos aînés, qui vont être 2 fois plus nombreux dans 10 ans? Là, il y a un vrai sujet. Est-ce qu'on a tous envie encore de porter le modèle, excusez-moi, je vais être un peu trash, mais de l'EHPAD sur le rond-point en sortie de ville? Non. Je pense que là, on a un vrai sujet aussi sur comment habiter. Et donc, comment habiter par rapport au parcours résidentiel. Et donc là, c'est une question. Est-ce qu'on dit aujourd'hui que 60% des maisons individuelles en France sont sous-peuplées? Ben non, parce que ça ne se dit pas. Mais en fait, c'est un vrai sujet. Et pourquoi? Parce que si vous connaissez sans doute tous une personne âgée qui est super heureuse dans son logement, et puis d'autres qui sont fatigués parce qu'ils n'arrivent pas à entretenir le jardin, parce qu'ils n'arrivent plus à monter à l'étage, et puis d'autres aussi qui se retrouvent coincés chez eux parce qu'ils aimeraient rester dans cet environnement, dans ce quartier, sauf qu'on ne propose pas d'autres typologies. Et donc la possibilité de fluidifier le parcours résidentiel des Français est extrêmement important. Et ça aussi, c'est un sujet qui n'est pas que le chiffre de ce qu'on construit, mais également la possibilité de varier les typologies architecturales de ce qu'on propose. Je pense que Madame Peskin, justement, elle a montré un exemple d'une maison un peu aménagée tout à l'heure en Dordogne, et justement qui pourrait correspondre aux personnes âgées, par exemple, qui veulent déménager ou qui veulent vivre chez leurs enfants. Et qu'en pensez-vous, en fait, Madame Charrière, quels sont les plus gros challenges pour vous dans votre travail actuel? Waouh, la grosse question. Dans mon travail, je dirais que le vrai challenge, c'est convaincre les parties prenantes de se lancer dans cette démarche et d'en maîtriser, on va dire, si ce n'est les bases, au moins en tout cas les phases de travail. C'est-à-dire que, surtout ce dont on vient de parler, en fait, il y a 3 grandes choses à avoir en tête. C'est vraiment cette circularité, bien sûr, hein, du raisonnement. Donc, ne plus voir effectivement la construction du quartier, la vie du quartier, la description du quartier, la friche, comme voilà, ce chemin linéaire odieux qu'on ne veut plus voir, très clairement. Je pense que tout le monde en est convaincu ici. Et de rentrer vraiment dans cette circularité où on se dit qu'on peut avoir plusieurs vies à l'intérieur du même espace et que c'est très souhaitable en plus, que ça doit être fait en concertation avec les habitants et que c'est une manière de montrer le dynamisme aussi de ces villes. Donc ça, c'est le premier point, convaincre de cette première démarche. Et ensuite, je reviens sur mes outils, hein, mais c'est mon mojo du moment, pouvoir outiller du coup et les élus, les décideurs et les programmateurs
programmistes pour rentrer dans cette démarche de ce questionnement permanent sur est-ce que en fait, mon quartier aujourd'hui répond aux besoins, aux usages des habitants. Est-ce que je suis, lorsque je rénove justement dans une démarche d'économie circulaire où j'ai été faire ce diagnostic, sourcer des matériaux locaux, trouver des personnes et des associations éventuellement qui peuvent réemployer une partie de ceci, etc. Je cite 2 exemples un peu spécifiques, mais c'est vraiment rentrer donc à la fois dans la démarche circulaire comme réflexe permanent. Et la deuxième étape vraiment au quotidien, c'est avoir les outils et les clés de lecture pour comprendre ce que c'est que l'économie circulaire sur l'intégralité de ces sujets. On parlait mobilité, on parlait réemploi de matériaux, on parlait usage, je parlais même de boucle alimentaire du coup tout à l'heure avec mon exemple de verger. C'est vraiment très très multiple, c'est beaucoup de compétences très très différentes. Je crois qu'il y avait une autre conférence qui abordait ce sujet hier ou ce matin. C'est dur, on ne peut pas être sachant sur l'intégralité de ces sujets, il faut avoir des outils, il faut avoir des indicateurs pour pouvoir le suivre et savoir en parler aussi, à la fois auprès des habitants, mais aussi convaincre du coup les élus. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui le quotidien et le défi principal, je trouve, de l'économie circulaire et de l'urbanisme sur ces projets. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes de cette session. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Il y a des questions dans la salle pour nos intervenants. Bonjour, moi c'est Franck Bou, je suis étudiant à l'ENSA Paris-La Villette. Oui, je veux savoir, vu que je quitte d'un pays tropical où il y a encore beaucoup à faire par rapport à l'urbanisme et la construction, je veux savoir comment est-ce que nous on peut utiliser par exemple la transition écologique ou bien l'urbanisme circulaire pour déjà aussi penser nos villes qui ne sont pas encore construits un peu comme Paris. J'ai envie de répondre là-dessus. Donc, peut-être que dans certains pays, ce n'est pas une question de décarbonation, parce qu'on a des empreintes carbone moins élevées, etc. Mais il y a toujours cette question d'adaptation au changement climatique, parce que les effets du changement climatique sont perceptibles partout, quels que soient les pays, quelles que soient les typologies de territoire. En milieu urbain, on a une intensification d'îlots de chaleur. Dans l'agriculture, on assiste à des sécheresses hydriques qui menacent les exploitations agricoles. Dans les forêts, on a des transformations des paysages. Et quels que soient les continents, on est aujourd'hui impacté par le changement climatique. Après, il y a des continents qui sont plus impactés que d'autres. Et je pense que l'aménagement du territoire et les leviers qui sont développés pour faire face à la crise climatique, au changement climatique, sont une matrice fondamentale pour penser les territoires de demain, pour accompagner des modes de vie décarbonés, mais aussi résilients, quel que soit l'emplacement de la réflexion ou la localisation de la réflexion. Et donc, c'est un défi qui concerne aujourd'hui tous les urbanistes, les paysagistes, les architectes en France, les professionnels de la conception, mais aussi les professionnels de la construction. Mais c'est un défi qui concerne tout le monde, et aussi les maîtres d'ouvrage, les décisionnaires, etc. Donc, j'ai envie de dire, on a de la chance que la transition écologique impose une transformation du monde de l'aménagement de territoire qui va dans le sens d'une amélioration du cadre de vie. Tout à l'heure, on parlait de décarbonation des mobilités, ça va avec plus d'espace de bien-être, plus d'espace de respiration, plus d'espace pour les enfants, les piétons en ville. Donc c'est des choses qui sont applicables partout. Et je pense qu'il faut peut-être apprendre aussi des erreurs qu'on a commises, parce qu'on a parlé aussi des doctrines de l'aménagement du XXe siècle, qui n'ont pas toujours été très vertueuses et qui malheureusement ne permettent plus de faire face aujourd'hui à la crise écologique, à la crise liée à la matière, mais aussi carbone, résilience, etc. Donc nous, on va faire avec. Donc il ne s'agit évidemment pas de faire table rase, mais de prendre cet aménagement que l'on a reçu et de le transformer, l'adapter à des nouvelles contraintes et faire des contraintes des opportunités. Mais on peut aussi prendre l'exemple de ce qui s'est fait en Europe, en France, etc., en termes de doctrine d'aménagement, et ne pas commettre les mêmes erreurs qui nous ont conduit à augmenter notre courbe carbone, par exemple, sur les dernières décennies. Sans donner de leçons, évidemment, mais vraiment, on a été sur une courbe croissante, on a du mal à redescendre. Donc je pense que c'est une manière aussi de dire que les doctrines peut-être que l'on avait jusque-là en héritage ne sont pas forcément les bonnes. Oui, bien sûr. Ouais, deux petites choses. Peut-être ménager plutôt qu'aménager déjà, en se basant sur l'existant, le territoire, la ressource, la géographie, enfin des choses qu'on a un petit peu oubliées. Et puis un mot qu'on n'a pas prononcé mais qui est extrêmement important à mon sens, c'est le circuit court. Donc l'architecture de circuit court, c'est quelque chose qui est facilement compréhensible par les gens parce qu'on a déjà dans la tête l'alimentation en circuit court, etc. Donc tout de suite on peut comprendre
comment est-ce qu'on déplace le moins possible de matière, comment on vient chercher la ressource par rapport au local. Et donc, ça, c'est des choses que beaucoup de pays ont aussi à nous apprendre en France. On va chercher aussi des choses qui se font ailleurs. Donc, c'est ce partage d'expérience qui est très riche. Et évidemment, la question aussi de tout ce qui est low-tech et technique de bon sens. Je pense que la question du bon sens est essentielle à retrouver, quel que soit le territoire. Ok, on a le temps pour une dernière question. C'est bon? Ah, monsieur. Bonjour, Xavier Géant, je suis architecte à Nancy. J'aurais voulu poser une question par rapport à... Il y a plusieurs sujets, mais moi j'ai essayé de faire court. Est-ce qu'une des réponses à l'étalement urbain, finalement, ne serait pas la mise en place d'un remaillage territorial de réseaux ferrés qui a été quand même fortement mis à mal dans les années 80, notamment par le développement des lignes à grande vitesse, et qui permettrait du coup de décarboner les trajets en fait, de un tiers de la population française, parce qu'un tiers de la population française vit dans les territoires ruraux, pardon. Quand je dis ruraux, ça peut être petits villages ou petites communes, et ça permettrait également de repartir à la conquête des centres-bourgs qui aujourd'hui sont fortement délaissés. Voilà, je pose ça là. Je peux commencer à répondre. Je pense que oui, c'est plutôt adressé. Oui, la décarbonation des mobilités passe évidemment par le ferroviaire. Hein, et aujourd'hui, c'est clairement dit même par la SNCF. Et Jean-Pierre Farandou a annoncé même le doublement ferroviaire. C'est-à-dire il veut atteindre le x2 sur les voyageurs et le fret, horizon 2030-2035. Ouais, enfin, le scandale, il est quand même que toutes les voies, elles sont là et qu'on les laisse tomber depuis des années. Donc là, si moi je peux me permettre un petit mot, je pense que là on a quand même une question, c'est qu'est-ce qu'on attend? Parce qu'on va attendre que quoi? Que tout pourrisse en fait, alors qu'on les a, quoi. Aujourd'hui, on a le patrimoine foncier dans nos villes, on a du bâti, on a des mobilités, si vous regardez encore, des voies ferrées qui sont ensauvagées complètement parce qu'on les a laissées à l'abandon. Et en fait, on va attendre que tout disparaisse et on va devoir tout reconstruire. Le bon sens, encore une fois. Économie circulaire du train. Ok, merci beaucoup à nos invités. Merci beaucoup. Je vous laisse retrouver vos places. Nous venons d'explorer ce que serait une ville circulaire. Demandons-nous maintenant à quoi pourrait ressembler une ville réversible. Et pour en parler, qui de mieux qu'Anne Démian, l'architecte de référence sur ce sujet. Anne Démian. Ah, merci. Bonjour. Alors, maintenant, on a Fireside Chat du bâtiment à la ville réversible. Alors, Anne, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Donc, Anne Demian, architecte, j'ai l'habitude de travailler à la fois sur des sujets d'assez grande taille ou sur des bâtiments, toujours dans l'idée de penser leur réflexion globale par rapport à leur capacité à vivre longtemps. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous inspire les échanges qui ont eu lieu juste avant? Je pense que là, on est dans une évolution de la culture générale qui, évidemment, va dans le bon sens. Moi, ce qui me semble, c'est qu'on est dans on va dire, dans un désir global d'appliquer en fait toutes ces préceptes. Et on va peut-être en parler, mais je pense qu'il y a encore des leviers importants à pouvoir faire bouger si on veut vraiment faire qu'une sorte d'intelligence collective puisse s'installer, mais à toutes les strates en fait des grands leviers économiques, de constructeurs, de décideurs, pour que réellement ça puisse, on va dire, traverser un peu toutes les échelles de décision. Vous êtes très engagé sur la transition écologique et sociale, mais comment est venu le concept de réversibilité? Simplement, il y a une dizaine d'années maintenant, en 2012, je m'étais rendu compte qu'on passait notre temps à faire des bâtiments très spécifiques pour les bureaux, pour les logements, pour les équipements, et qu'on passait notre temps à construire et déconstruire, ce qui me paraissait une sorte d'aberration. Et puis, j'ai eu la chance de travailler sur un site industriel qui est basé à Strasbourg, qui posait la question du renouvellement de la ville. Donc déjà, en soi,
c'était très bien, puisqu'il ne s'agissait pas de construire sur des terres vierges. Mais le problème qui se posait, c'était à nouveau, on allait faire, il s'agissait de faire 30 000 m² à Strasbourg, en plein centre de Strasbourg, dans une liaison éventuelle entre le centre de Strasbourg et Kiel. Mais on devait faire un lieu, en fait, qui était spécifiquement important pour des bureaux, pour des logements étudiants, et chacun avec une esthétique différente. Et je me suis dit, dans le temps, il y avait Julien Gadet qui avait fait la Poste du Louvre et qui, en 1894, avait dit certes, je fais un bâtiment industriel en plein cœur de Paris, mais je ne saurais pas ce que sera fait demain. Et il avait déjà posé les germes de la possibilité de transformer un bâtiment. Aujourd'hui, ça a été dit dans les tables rondes, quelquefois, il faut retrouver cette notion de bon sens qui fait qu'on ne peut pas voir l'avenir dans une boule de cristal et avoir cette humilité de se dire on construit pour aujourd'hui, pour peut-être après-demain et après-après-demain, ça veut dire quoi, Et donc, est-ce que ça veut dire quelque chose que des bureaux, des logements étudiants, des hôtels soient si différents les uns que les autres? En fait, on veut juste de l'espace et de la lumière. Donc, dans ce concours, moi, je pensais que j'allais perdre. Je n'ai pas fait la quantité de bureaux, la quantité de logements qui m'étaient demandés. J'ai fait 3 bâtiments qui, d'un point de vue ancrage artistique, mémoriel, créent une sorte de continuité historique avec le quartier. C'est un ancien site industriel, je le rappelle. Donc j'ai trouvé une esthétique compatible avec ce passé récent. Et j'ai fait un bâtiment qui, surtout, n'exprimait pas la caractéristique du bureau, du logement. Surtout, c'était un bâtiment disponible et qui tenait compte du climat de Strasbourg. Voilà, c'est parti de là. C'est se dire, je préfère perdre un concours que de continuer à contribuer à cette réflexion de la course en avant, de la construction des constructions. Parce qu'en réalité, quand j'ai construit ce bâtiment, le programme qui m'a été demandé au concours, parce que j'ai gagné le concours malgré tout, bravo, assez étonnamment, et en fait, le programme, il a changé à plus de 50% quand je l'ai construit. D'accord. Donc, on est bien aujourd'hui, on le sait bien, dans une agilité, enfin, disons plutôt, on ne peut pas dire à 4-5 ans ce que sera fait la demande. On sait très bien que dans certains quartiers, on a besoin de bureaux, on a besoin de logements, et que c'est très... ça dure pas longtemps, en fait. Mais pourquoi ce nouveau paradigme et un bâtiment qui s'adapte aux usages et nos usages ont-ils changé? Est-ce que notre façon de vivre, nos demandes et nos besoins ont changé? Je pense que justement, là, ce qui est très intéressant dans ce bâtiment, c'est qu'il est proche de modes de transport doux, le tramway qu'avait voulu Catherine Trottmann à l'époque. Et je pense que penser la densité près de transports justement qui ne sont pas, on va dire, carbonés, fait qu'il y a une sorte d'agilité de déplacement. Les gens n'ont pas besoin de leur voiture. Ils peuvent. Alors donc, j'ai trouvé que c'était l'occasion de dire que la densité pouvait trouver une raison d'être sur ce site. Je ne sais pas si on peut voir quelques images, mais avec la possibilité d'y agréger en fait des espaces extérieurs. Donc, c'est des bâtiments qui proposent tous en fait des espaces extérieurs, que ce soit pour des bureaux ou pour des logements. C'est pour les slides. Voilà, super. Voilà. Donc là, on voit les bâtiments, les Black Swan dont je parlais tout à l'heure, qui sont des bâtiments qui sont près d'un lieu de tramway. Donc c'est l'image du haut. Donc c'est des bureaux ou des logements ou des résidences-services ou des logements étudiants qui peuvent muter dans le temps. Et le fait d'être desservi par un tramway fait que la demande peut évoluer assez facilement. Les étudiants peuvent ils ne sont pas dépendants d'une voiture. Chacun est à proximité de services, puisque le rez-de-chaussée que j'ai voulu en double hauteur peut permettre d'avoir des services à proximité. Le bâtiment juste en dessous, c'est du bureau-logement, mais sur des activités et des commerces. Donc là encore, toujours l'idée d'assujettir en fait la possibilité de construire, mais avec des services de proximité. Et un quartier de gare que je vais faire à Vilnius, en Lituanie, c'est vraiment l'idée qu'on ne va pas figer la destination des bâtiments pour justement donner une grande flexibilité économique et d'usage sur ces bâtiments. Et ça nécessite beaucoup plus de travail en amont? Oui, c'est-à-dire que ça a été dit en fait en termes de matière grise. C'est vrai que ça demande de revisiter en fait certaines habitudes, notamment
pour trouver comment dire, ce qui pourrait être constant en fait sur tous ces programmes et ce qui serait des variables liées à l'esthétique d'un site et d'un contexte. Là, en l'occurrence, les invariants, c'était de dire il peut y avoir des noyaux au centre. Les cloisonnements ne sont surtout pas fixes, ils peuvent être mobiles, c'est-à-dire changer en fonction, c'est-à-dire les séparatifs qui sont perpendiculaires aux façades pour pouvoir évoluer dans le temps. Les autres invariants, c'était les coursives autour des bâtiments qui permet d'avoir pour tous les logements, bureaux ou hôtels d'avoir des balcons extérieurs et la possibilité, grâce à ces dispositifs, d'avoir voyez, des sortes d'ombrières en fait, qui permettent de protéger les espaces extérieurs des apports de soleil et faire en sorte que même les espaces extérieurs puissent être protégés de l'évolution thermique selon les situations. Et vous avez d'autres slides à nous montrer? Oui, non, en fait, disons que les autres invariants, c'était de dire, moi je trouve que ce qu'on pourrait avoir comme élément qui serait, on va dire, reproductible et ne pas avoir peur d'une certaine industrialisation du bâtiment au profit de la qualité, ça serait de dire qu'on aurait une hauteur commune, que ce soit pour les bureaux ou les logements, que je situerais à 3 mètres en fait, sous dalle. On aurait en fait une même trame constructive, parce que souvent ce qui pose le problème de la reconversion, c'est d'avoir des trames constructives qui sont différentes. Donc, vous voyez, c'est le schéma du deuxième en dessous de la hauteur. Après, la possibilité d'avoir en fait des noyaux en fait qui sont en fait adaptables en fait selon les configurations. La possibilité d'avoir des noyaux porteurs et d'avoir la cinquième dispositif, d'avoir des espaces extérieurs. Donc c'est vraiment cette idée d'avoir un dispositif d'invariant, mais ce n'est pas pour faire la même architecture quel que soit le site, puisque en fait, en fonction du site, on aura la possibilité de changer les façades, évidemment. Ok, alors du coup, comment rend-on réversibles les bâtiments existants, par exemple? Alors, les bâtiments existants, c'est forcément, bon, ça a été dit tout à l'heure, il y a vraiment une question de diagnostic sur la possibilité ou pas de le conserver. Je pense que la question de poser en priorité le fait de conserver un bâtiment est complètement nécessaire, parce qu'on sait qu'un bâtiment qui est déconstruit représente à peu près 10 ans de sa vie en besoins énergétiques. Donc en production carbone, c'est juste énorme, en fait, le fait de conserver un bâtiment en priorité. Après, moi, je pense qu'il y a des différentes solutions qui seraient, par exemple, sur un bâtiment avec un clos couvert qui était pensé en verre, c'est de déposer la façade et de lui ajouter en fait, des espaces extérieurs qui pourraient proposer des espaces passifs, parce que je pense que l'un des enjeux principaux dans les années qui viennent, c'est d'arriver à résoudre la question de la montée des apports de chaleur et non pas de froid, en l'occurrence, et donc d'arriver à faire qu'il y ait des dispositifs qui vous permettent de ne pas avoir des apports de calories qu'on ne souhaiterait pas et qui pousseraient les gens à avoir des climatiseurs. Et là, vraiment, d'un point de vue énergétique, ça serait une catastrophe. Vous avez publié en mars un ouvrage nommé Rêver civilité pour imaginer la ville du futur décarboné. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet ouvrage? Alors justement, parce que tout ce qui a été dit en fait demande une certaine agilité, c'est-à-dire de pouvoir penser la ville circulaire, de pouvoir considérer qu'un bâtiment va pouvoir avoir plusieurs vies. Dans la réalité des choses, en fait, il y a beaucoup de règlements qui empêchent cette agilité, notamment la question réglementaire. Quand on dépose un permis pour du bureau ou on dépose un permis pour du logement. Un des grands enjeux en fait, d'évolution de la réglementation, ça serait de pouvoir faire des permis à plusieurs états, c'est-à-dire qu'on n'arrêterait pas trop vite la destination d'un bâtiment. Les réglementations qui viennent un peu freiner cette agilité, c'est notamment les réglementations incendie. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes réglementations entre la réglementation bureau ou au-delà de 28 mètres, on est en IGH, et pour les réglementations logement, au-delà de 50 mètres, on est en IGH. Donc, en fait, l'enjeu, et tout ce qui a été dit jusqu'à présent, moi, je suis tout à fait d'accord, mais ce qu'il faudrait absolument assez vite atterrir sur la loi ESSOC,
Je pense que ça a été dit, mais j'étais pas là, mais est là pour favoriser l'innovation. Mais en l'état, très peu de ces possibilités ont été faites parce qu'il faut que ce soit fait par des effets équivalents à la réglementation actuelle. Or, pour ça, il faut que ce soit validé par des attestataires. Les attestataires qui valident ça par rapport aux assurances. Donc, vous voyez, en fait, il y a réellement, moi, je pense, une action assez volontaire de l'État pour faire atterrir ce que tout le monde attend de ses voeux, c'est-à-dire la possibilité de faire dans un même bâtiment du bureau, du logement. Ce qui se passe dans beaucoup de bâtiments, dans beaucoup de villes, dans le haussmannien, quelquefois, les bureaux sont superposés au logement. Mais dans le neuf, on ne peut pas le faire. Donc, c'est quand même une sorte d'aberration à cette idée que un bâtiment, la ville, doit être avant tout agile pour pouvoir s'installer dans le temps long. Sinon, on arrive avec ce qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a des millions de mètres carrés de bâtiments qui sont très peu ou mal remplis pour toutes ces raisons. Donc en fait, simplifier la réglementation pour arriver à avoir cette agilité. Puis je pense qu'il y a un autre levier qui est très important dans la flexibilité, c'est le levier fiscal. C'est-à-dire quand dans un permis, on dépose en fait pour du bureau, forcément c'est une activité qui est indexée à de la TVA. Et si on change la destination, forcément pour celui qui a payé la TVA, dans les 20 ans, c'est une perte s'il change de destination. Donc on voit que le levier de la fiscalité, ça serait énorme pour pouvoir faire en sorte que tout ce qui est gardé en actif dans les portefeuilles des détenteurs de foncier, de bâtiments, pourrait évoluer plus facilement. Et donc, vous pensez que ça empêche cette pratique de se généraliser, en fait, c'est ça, ça empêche la réversibilité d'être plus acceptée, plus acceptée quelque part. Oui, ça empêche d'avoir des opportunités de cette évolution, de facto, en raison de la complexité fiscale, notamment, qui fait qu'une opération qui pourrait se faire, alors même que, elle est complexe parce qu'il faut la transformer, donc il y a un coût de travaux, du fait de la fiscalité, ça ne se fait pas, parce que c'est un frein. Du point de vue de l'architecte, est-ce que ça libère la créativité ? Je pense que ça serait un vrai sujet, effectivement, parce que je trouve que ce soit au nord ou au sud de la France, on fait à peu près toujours les mêmes bâtiments dans les nouveaux quartiers, des bâtiments extrêmement élégants, mais qui sont complètement déconnectés de la réalité d'un territoire. Je trouve que la créativité, elle pourrait être réactivée par justement cette question de se dire c'est quoi les variants, les invariants, c'est quoi la culture d'une région, c'est quoi le climat d'une région. Quand on est à Strasbourg, c'est un climat continental, très froid en été, très chaud en été et très froid en hiver. Et dans le sud, donc les bâtiments épais sont plutôt favorables parce qu'il y a une certaine inertie. Dans le sud, on aura plutôt envie de faire des bâtiments peu épais pour favoriser le courant d'air. Donc il y a des choses qui seraient beaucoup plus littéralement de bon sens utilisées région par région. Et cette idée de pouvoir travailler spécifiquement par région, c'est pas retomber dans le régionalisme, c'est-à-dire être nostalgique en fait des tuiles canal dans le sud ou d'autres, parce qu'il y a eu des avancées avec l'architecture contemporaine, mais c'est plutôt se dire que de ne pas considérer qu'il y a des archétypes pour le bureau ou pour le logement, quelle que soit la région, c'est vraiment un facteur de libération de la créativité, parce que là, on pourra réellement créer une sorte de liaison avec le fait que les gens acceptent mieux l'architecture contemporaine que dans le passé. Vous voyez, par exemple, à Strasbourg, ce que j'avais voulu faire, c'est que c'est des bassins qui étaient entourés de signes blancs. Moi, j'ai proposé les Black Swan, qui est tout droit sorti du film d'Aronofsky, simplement parce que les Black Swan ont vraiment une sorte de dimension romantique qui pouvait créer une sorte de lien avec le film en question que je pense que beaucoup ont vu. Et ce qui fait que la population strasbourgeoise a vraiment, accepté cette opération d'architecture résolument contemporaine, parce qu'il y a un lien historique, géographique avec l'opération. Donc cette créativité, c'est enlever tout ce qui est contrainte en fait, liée aux réglementations, au profit de l'écriture, on va dire, plus spécifique de chaque région, mais au sens la plus avant-gardiste qui soit. Une ville entièrement réversible ressemblerait à quoi ?
une ville entièrement réversible, en fait, vous ne le verriez pas en tant que tel. Vous seriez simplement une ville je veux dire, beaucoup plus sereine dans ses capacités à se déplacer, parce que il y aurait de la densité près des déplacements, on va dire, comme le tramway, les vélos, etc. Et par contre, on va dire qu'il serait capable de muter au fil de l'eau, au fil des besoins, et donc il y aurait justement plus de quartiers en déshérence. Voilà, ce serait surtout un meilleur équilibre des densités sur tous les territoires, et réellement avec cette idée que la façon d'être dans une osmose avec la nature qui fait que si on respecte notre environnement, on se protège nous-mêmes, ça donnera vraiment beaucoup de sens au fait d'avoir, et ça a été dit, et ça j'en suis très heureuse, c'est-à-dire qu'on a suffisamment construit, mais comment on fait que cette transformation nous rapproche d'un ordre naturel qu'on a vraiment perdu? Oui, merci beaucoup. Je vous invite maintenant à poser vos questions à Madame Démian. Est-ce que vous avez... Oui, monsieur. Bonjour Bertrand Fétiveau, consultant. Vos immeubles réversibles, on peut les imaginer en bois ou pas trop? Je suppose que là, en l'occurrence, ils sont en béton. Vous parlez de Black Swan, c'est noir, il y a l'effet albédo. Et puis, est-ce que vous êtes toujours soumis à la contrainte du 18 mètres? Comment vous la gérez? Et enfin, l'espace public, bureau et logement, est-il dans votre esprit différent? Doit-il lui aussi être réversible? Faut-il parler d'un espace public réversible? Merci. Alors, la première question, est-ce qu'il peut être en bois? Il pourrait être en bois, mais je n'ai pas considéré que c'était intéressant, en l'occurrence, de le faire en bois, simplement parce qu'il n'y a pas une culture, un écosystème en fait, de construction en bois à Strasbourg. C'était un ancien site industriel. Donc, la question de l'écriture, c'était surtout de la maçonnerie, du béton, de la brique et du métal. Donc, dans une question de cohérence en fait, de site, tout d'un coup, je n'ai pas voulu faire atterrir le bois. Et la question de bois, vous savez, je pense que le bois a certaines caractéristiques, notamment dans les surélévations, qui seraient tout à fait appropriées parce que c'est plus léger que d'autres matériaux. Mais pour autant, moi, j'ai toujours assez sceptique sur l'idée qu'on va prendre tout d'un coup l'idée qu'on va construire toute la ville en bois, alors même qu'on n'a pas fait la part, en fait, de ce qui serait, on va dire, du bilan carboné à l'échelle du territoire. C'est-à-dire que, est-ce que d'utiliser du bois, ça ne sera pas faire du carbone négatif, alors même que sur l'opération, on serait en carbone positif, mais globalement, on sait très bien que les forêts contribuent à la photosynthèse. La question du noir, en fait, alors je ne sais pas si dans votre esprit c'était négatif ou positif. Les Black Swan, en fait, si vous voulez, comme je vous disais, c'était dans une dimension romantique d'une continuité d'un site qui était destiné au fret. Voilà, donc j'ai reconduit en fait l'esthétique, mais en le déplaçant vers quelque chose, un quartier qui est extrêmement animé, si vous avez l'occasion d'y aller, simplement parce que, pour répondre à votre troisième question, je crois, les rez-de-chaussée sont en double hauteur et sont très favorables à la possibilité d'implanter des services qui servent à la fois aux bureaux et au logement. Simplement parce qu'il y a, un peu comme dans l'architecture haussmannienne, un rez-de-chaussée et un entresol qui peut servir soit de réserve pour des commerces ou pour les logements étudiants, en l'occurrence, c'est une salle de sport, de fitness. Et à chaque fois, il y a cette idée de dire qu'il n'y a aucun espace qui ne puisse avoir une ou deux usages. Moi, ce que j'aime bien, c'est que même dans la question de la journée, on puisse avoir des espaces qui servent à la fois le matin ou le soir d'une manière extrêmement facile. Mais pour ce qui est de la nature des espaces entre bureaux et logements, je considère que les bureaux ont besoin de lumière et d'espaces extérieurs, parce que d'une manière usuelle, on ne donne pas dans les opérations de bureaux. Il y a très peu d'espaces extérieurs. Et pour les logements, il faut avoir plus de hauteur, parce qu'on est arrivé à 2,50 m sous plafond, et je ne vois pas sous quel diktat, alors qu'en réalité, effectivement, si pour des raisons climatiques, il vaut mieux faire des bâtiments plus épais, dans le nord notamment, eh ben, c'est mieux d'avoir plus de hauteur. Donc, c'est une addition, en fait. Les bureaux vont bénéficier d'espaces extérieurs, les logements vont bénéficier de plus de hauteur. Bonjour.
Moi, j'avais une question sur l'existant, parce que là, du coup, c'était projet neuf. Et quand on parle d'avoir des invariants, j'ai du mal à voir comment l'existant peut permettre la réversibilité. En gros, est-ce que le bâti un peu vieillot, pas trop aux normes, etc., peut être facilement rénové pour du réversible, ou est-ce que c'est trop compliqué? Alors, c'est là où il faut... pourquoi, quand je parlais de la question de la fiscalité, c'est quand même intéressant parce qu'il y a des bâtiments qu'il ne faut pas garder, qu'il faut assumer, qu'il faut déconstruire soit au profit d'un espace vert ou au profit d'un autre bâtiment qui, lui, serait pensé réversible. Après, est-ce que les bâtiments passés sont facilement réversibles? Chaque fois, ça représente en fait des travaux importants, mais en général qui sont à coût égal par rapport à du neuf. Et comme je le disais, la question du bilan carbone global étant très à l'avantage de la conservation, là on rejoint la question du coût réel ou environnemental, c'est-à-dire que si on est dans une opération à coût équivalent, il vaut mieux préférer la solution qui favorise le bilan carbone global. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tellement construit que la question de cette matière grise à réutiliser, je pense, peut générer toute une génération de nouveaux architectes qui soient très inventifs sur ces espaces-là. Parce que le fait de réintervenir dans un bâtiment existant n'a pas que des défauts. Quelquefois, on bénéficie de bâtiments qui ont des hauteurs incroyables, vertigineuses, et on va dire c'est gratuit quelque part. Donc ça permet de générer une nouvelle inventivité. A contrario, quelquefois, les hauteurs de dalles sont un petit peu plus basses que ce qu'on veut aujourd'hui. Mais on peut générer une autre façon d'utiliser ces bâtiments, ces plafonds plus bas, notamment en ne mettant pas des faux plafonds comme c'était d'usage autrefois et en laissant voir les tuyaux. Enfin, il y a beaucoup je pense, d'astuces et de possibilités à réinvestir des bâtiments existants. Merci. Monsieur ? Bonjour. Oui, donc ici on parle d'ouvrages pérennes qui serait réversible. Est-ce qu'on ne peut pas, ou est-ce que vous avez réfléchi à la démontabilité? C'est-à-dire qu'on pourrait aller vers une partie d'ouvrage qui ne serait pas un déchet à recycler, mais qui serait un élément d'ouvrage réutilisable plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on va déplacer un bâtiment, le démonter, le déplacer, le réutiliser ailleurs. Donc partir un petit peu plus sur quelque chose de moins pérenne, mais finalement au niveau de l'élément d'ouvrage très pérenne, et donc avec un bilan carbone qui pourrait être intéressant. Je pense que vous avez tout à fait raison d'aborder cet aspect-là aussi. La question de la démontabilité, je pense que c'est quelque chose qui est pour l'instant pas assez valorisé dans le bilan, dans les normes carbone. Mais c'est vrai que le fait d'anticiper la démontabilité est quelque chose de déterminant. On peut considérer que les noyaux structurels pourraient être des invariants. Là, justement, dans cette image, ce que j'ai monté, c'est qu'il y a des parties de façade qui pourraient se démonter au profit d'inserts. Là, en l'occurrence, c'était de dire qu'il y avait à l'étage possibilité d'avoir des cinémas ou des éléments. Et que, en fait, c'est considérer que le bâtiment est un embase sur lequel on viendrait plugger des extensions et quelque chose qui, je pense, contribuerait également à cette agilité de la ville, sachant qu'on va dire que l'embase définirait quand même les bases d'une esthétique, mais qui pourrait subir des adjonctions. C'est pour ça que je pense que la question de l'atterrissage de toutes les normes à l'heure actuelle, qui sont extrêmement coercitives et qui sont très particulières à la France, cette différenciation entre bureau et logement, est un élément extrêmement important pour libérer tous ces aspects-là. Et que jusqu'à temps qu'on n'ait pas fait ça, on va être, je pense, dans cette volonté de rendre la ville agile, vraiment très contraint. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'atterrit pas assez vite sur ces réglementations. Et ceux qui peuvent réellement faire agir ces réglementations, c'est des grands groupes financiers qui ont, eux, les moyens et qui, eux, disent que le bois est la solution. Le bois est la solution pour une part, hein, mais ce n'est pas la vérité absolue. Et la question du bois est survalorisée dans la construction aujourd'hui, au détriment d'autres réflexions, parce qu'on a parlé de réemploi et de recyclage. Utiliser des bâtiments, des matériaux qui sont, par exemple, l'aluminium recyclé. On sait que pour la produire, c'est énormément d'énergie.
et quand on le recycle l'aluminium, ça ne demande plus que 10% de l'énergie originelle. Donc on sent que là, il y a quand même des pistes sur les matériaux qui sont beaucoup plus larges que se dire on va utiliser tout d'un coup une source de matériaux qui serait le bois, qui serait le seul écologique. Je pense qu'il y a tout, mais je pense que c'est ce que vous voulez dire aussi dans l'idée de la démontabilité, du réemploi. Et là, je pense qu'il y a réellement un gisement juste gigantesque. On a une dernière question du monsieur. Oui, bonjour, Patrice Cross, architecte. Quel matériau vous avez utilisé dans ce bâtiment? C'est justement de l'aluminium. L'aluminium qui était... Non, pour la structure. C'est le béton. C'est-à-dire que les noyaux sont en béton. Ouais. Je dirais que c'est ce qui est invariant. Et la partie, on va dire, variante, c'est l'aluminium. Pour la façade? Pour la façade, oui. Ouais. D'accord. Et pour les planchers? Le plancher est en béton également. Ah, tout est en béton. Ouais. D'accord. Et ça vous intéresserait pas de mixer un peu les matériaux, justement pour... Pardon? Le mixage des matériaux, comme vous parliez du bois qui est plus léger en hauteur, par exemple, ça vous intéresserait pas? Le bois, en fait, en l'occurrence, je considérais que ce n'était pas le matériau à privilégier. Là, c'est vraiment plus une question de cohérence, en fait, par rapport à ce site, qui était un site industriel à dominante béton et métal. Et le bois, il n'y a absolument pas d'esthétique de bois dans le... Oui, mais est-ce que pour autant, c'est nécessaire d'enfermer la perception du paysage dans un projet industriel passé? On peut imaginer... Qui serait quoi? C'est un projet industriel passé, ce que vous évoquez là, c'est-à-dire un projet de mégastructure, en gros. Alors, donc, est-ce que le fait de mixer du bois avec d'autres matériaux, parce que on a vu ensemble que le futur de l'architecture, c'est dans l'utilisation des propriétés de chaque matériau. J'entends pas très bien. Oui, on ne vous entend pas très bien. Oui, c'est utiliser chaque matériau dans les propriétés qu'il a, mais aussi dans l'imaginaire qu'il peut déployer en termes de paysage. Et un paysage industriel tout en béton ou tout en métal, c'est pas forcément l'avenir de ce qu'on souhaiterait en termes de projection urbaine. Alors, je comprends complètement la question. Et cette chose, c'est que là, je ne pensais pas faire une conférence sur les Black Swans, en l'occurrence. La seule chose, c'est qu'il y a une vue aérienne qui le montre très bien. C'est que quand même, il y a une question de... On est à 2 pas, en fait, du centre de Strasbourg. Et il y a une question de cohérence architecturale qui fait que, réellement, le bois n'avait pas sa place. Parce que je pense que le fait que, vous voyez, entre chaque bâtiment, il y a énormément d'espace. Il y avait une façon de relier les anciens bassins industriels à un nouveau quartier. Il y a des grandes percées visuelles. Et quand vous verrez, si vous avez l'occasion d'y aller sur place, vous verrez que c'est un quartier qui est extrêmement grand, très aéré, et que la question de la continuité historique, moi je considère que c'est très important. C'est-à-dire que les gens, d'ailleurs l'ancien maire de Strasbourg, a vécu en face de ce bassin industriel, était extrêmement heureux qu'il y ait une sorte de continuité, vous voyez, un continuum esthétique. Il n'y a pas l'idée de nostalgie, au contraire, je pense que c'est une écriture qui est extrêmement contemporaine, et que la question de... C'est pas parce qu'on le fait en bois que c'est contemporain. Il y a une sorte de comment dire, à mon sens, c'est-à-dire que le bois n'est pas du tout automatique et doit être plutôt lié à une culture constructive régionale, et que ce soit réellement avéré comme une amélioration, que plutôt qu'ici à Strasbourg, il n'y avait aucune raison de le construire en bois. Ok, c'était notre dernière question. Merci beaucoup pour vos questions. Merci d'avoir participé à cette dernière session de la journée ici sur Agora 2, et merci beaucoup pour votre présentation, pour ce fireside chat. Merci. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h sur l'Agora 2 ici pour parler du futur de la construction, de progrès technologiques, de blockchain et de NFT et des innovations testées sur le plus grand chantier de France. À demain. Merci beaucoup. Merci.